Eh bien, salut tout le monde, c'est Nuit. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on est de retour avec Eliacide. Salut Eliacide. Salut, salut. Alors du coup, moi c'est Eliacide, j'ai 18 ans. Je suis aussi le gars qui était dans la troisième interview à l'IFLIP. Donc j'avais déjà testé le combo et je m'intéresse à l'usage des psychédéliques dans un contexte d'éveil spirituel majoritairement, mais aussi dans le cadre thérapeutique et un petit peu moins dans le cadre récréatif aussi. Merci Elias. Du coup, les amis, je vous laisse dans la description et sur la fiche juste ici l'interview qu'on a fait du Aliflip 3 où il a raconté son premier Aliflip qui était à 150 microgrammes d'acide avec, je pense, après c'était MDMA et 2CB. Et aujourd'hui, on va le retrouver parce qu'il a retenté le mélange à, on va dire, des doses différentes. Certaines molécules ont été switchées, c'est-à-dire remplacées par des molécules similaires. Du coup, pour ceux qui sont curieux d'en savoir plus sur ses expériences précédentes, il a testé le Candy Flip, il a testé le Nexus Flip, et voilà, il en parle dans l'autre vidéo. Du coup, pour les curieux, je vous invite à aller voir l'autre vidéo. Et du coup, je te passe tout de suite la parole, Elias, pour que tu nous racontes ton expérience en détail. À toi. Ok, bon, du coup, je vais vous faire le trip report de ce trip que j'ai vécu il y a pas très longtemps. Donc, j'ai écrit tout un script, voilà, que je vais lire au fur et à mesure. Mon premier Aliflip remontait à 3 mois avant celui que je m'apprêtais à faire. J'avais utilisé 150 microgrammes de 1CP LSD, 115 mg de MDMA et 12 mg de 2CB pour cette précédente expérience, qui fut très marquante pour moi car très puissante et très profonde. Je voulais donc retenter l'expérience à plus haut dosage afin d'avoir un lâcher-prise encore plus important que celui que j'avais réussi à atteindre lors de ce premier trip. Pour ce deuxième Ali-Flip, j'ai utilisé des dosages de 200 microgrammes de 1CP LSD, 110 mg de 6-APB succinate. Je précise succinate parce que c'est une forme qui est moins puissante que l'hydrochloride, qui est la forme dont les dosages et la puissance sont indiqués sur Psychonaut Wiki. Et enfin, j'ai utilisé 40 mg de MDMA et 18 mg de 2CB qui étaient contenus séparément dans des cachets différents. Toutes les substances mentionnées ont été analysées au préalable. Je vais d'abord vous expliquer comment et pourquoi j'ai procédé à des techniques de drop particulières pour ce trip. Concernant la dose de LSD, on va dire LSD parce que ça va plus vite comme ça, je l'ai réparti en deux drops de 100 microgrammes espacés chacun de 30 minutes pour avoir une montée plus progressive et moins surprenante, car je m'engageais sur un trip à la puissance colossale. Cependant, la puissance n'est pas perdue. Le 6-APB, quant à lui, a été dilué dans une bouteille d'eau que j'ai bu progressivement sur 30 minutes, et ce, 1h30 après avoir pris la première dose de L. J'ai donc bu un tiers des 110 mg après 1h30 de trip, puis les deux tiers restants ont été bu progressivement jusqu'à 2 heures de trip, donc sur 30 minutes au total. L'idée derrière cela était d'avoir également une montée plus progressive sans pour autant perdre de puissance, et que les deux premières substances montent puis se stabilisent à peu près en même temps sur un plateau commun. Ensuite, la MDMA et le 2CB ont aussi été placés dans une bouteille d'eau que j'ai commencé à boire 6h15 après le début du trip et que j'ai fini de boire après 7h30 de trip, soit un drop progressif sur 1h15. La petite dose de MDMA était là pour donner un second souffle au trip et prolonger le plateau du 6-APB et rajouter de l'énergie, mais au final, je me suis rendu compte pendant le trip que c'était pas forcément nécessaire et que j'aurais simplement dû drop le 2CB plus tôt avec une dose légèrement supérieure, du style 20 mg au lieu de 18 mg, comme j'ai fait. J'avais également la crainte que le 6-APB soit moins efficace que la MDMA pour plonger profondément, c'est pourquoi j'avais rajouté celle-ci, mais au final, j'ai même trouvé le 6-APB plus efficace. Le fait de drop progressivement la MD et le 2CB a permis une transition plus progressive pour une expérience complète. Le but de l'expérience allait être de méditer intensément dans un état de conscience modifié par les substances afin d'atteindre ce que les maîtres de la méditation et les psychonautes chevronnés appellent la claire lumière. Cela se traduit par une sensation orgasmique et vertigineuse d'interconnectivité ressentie aussi bien au niveau des sens que des émotions. J'étais dans ma maison avec mes parents qui étaient au courant que je tripais comme toujours
Je leur avais expliqué quelques jours avant que j'allais faire un énorme trip et leur ai dit comment réagir si telle ou telle situation se produisait parce qu'ils n'ont jamais pris de psychédéliques et ils savent pas trop comment réagir. Je leur ai aussi confié mes trip killers qui étaient de l'oxazépam ou Seresta, c'est une benzodiazépine de puissance moyenne, et j'avais aussi de l'oxomémazine qui est un neuroleptique contenu dans un sirop contre la toux. Je me suis préparé mentalement durant plusieurs semaines et ai médité plusieurs heures les jours d'avant le trip. J'ai aussi lu une bonne partie de l'expérience psychédélique, un livre du psychologue américain Timothy Leary, aidé par ses collègues de la Castalia Foundation, qui explique comment atteindre la claire lumière, et d'autres choses aussi. J'ai préparé chacune des doses que j'allais prendre avant de commencer le trip. J'ai rangé et nettoyé ma chambre pour être dans un endroit optimisé pour triper et installé un carton sur ma fenêtre pour être dans le noir complet. J'avais également pris le temps de préparer une playlist adaptée à chaque drop de substance, avec par exemple des musiques douces pour la montée du LSD, puis une transition parfaite vers des musiques bien puissantes et bien épiques pour la montée du 6-APB. Après avoir relu les instructions de l'expérience psychédélique, j'étais fin prêt pour mon trip. J'ai avalé le premier carton de 100 microgrammes et j'ai lancé la playlist. C'était parti pour un voyage de 17 heures. Je commence à danser doucement, porté par la musique planante et douce que j'avais mis au début. Puis je me mets dans mon lit et commence à méditer en attendant le début des effets. Au bout de 45 minutes, mon cerveau est déjà plus réceptif à la musique. Je venais de prendre le deuxième buvard 15 minutes plus tôt, donc celui-ci n'avait pas encore eu le temps de monter. J'étais donc au début des effets des 100 premiers microgrammes. Je me laisse couler et porter par le flot de la musique. Des minutes passent et je commence à perdre mes repères temporels. Je ne sais plus vraiment depuis combien de temps j'écoute la musique. Je suis absorbé par celle-ci et commence à avoir de légers visuels et distorsions. J'applique alors ce qui est dit dans l'expérience psychédélique en tentant de ne pas donner d'interprétation au visuel. Et effectivement, ils me font beaucoup moins peur que ceux que j'ai eus lors de la montée de précédentes expériences au LSD. Grâce à mes connaissances en méditation, j'arrive assez rapidement à atteindre un degré faible, même très faible, de la claire lumière. Je ressens mieux mon organisme, je suis très attentif à mes sensations physiques et je me sens comme fondre doucement dans la musique, qui me fait des petites vagues douces et froides qui me donnent un petit peu la chair de poule. La montée est très agréable et très tranquille. J'essaye le plus possible de faire taire le dialogue interne pour me concentrer pleinement sur le moment présent. La voix douce qui intervient tout au long du mix de Further Future me transporte vers un havre de paix et de tranquillité. Il vient l'heure de drop le 6-APB. Nous sommes 1 heure et demie après le début de l'expérience et je bois un tiers de ma bouteille, soit 36 mg. J'attends patiemment la montée et j'en profite pour me perdre dans les visuels en fixant un point précis. C'est là que je me rappelle à quel point les visuels sont puissants sous LSD. Je vois littéralement un Bouddha transparent assis juste devant moi. Comme si c'était un coloriage vierge, mais au lieu que les contours soient noirs, ils sont de couleur arc-en-ciel. Je fixe mon mur et il prend la forme d'un visage d'entité africaine, avec des bijoux aux 1000 teintes et coiffé d'un chapeau traditionnel. Je suis époustouflé par le réalisme et les détails de ce visuel. Le 6-APB commence légèrement à monter. Je remarque par des visuels plus lumineux et plus roses. Il me vient l'idée de tester à quel point on peut contrôler les visuels. C'est à cet instant que je décide de répéter le mot fleurs jusqu'à ce qu'elles apparaissent. Je pensais pas ça possible, mais à force de le répéter 10 fois, j'en vois apparaître brièvement sur tous les meubles et tous les objets de déco de ma chambre. La playlist continue de couler et j'ai alors une image de moi en tant que roi d'un pays maghrébin il y a 1000 ans, me faisant transporter sur un tapis doré par mes sujets. Je me vois à la troisième personne avec un turban, des bijoux dorés, la peau mate et une barbe frisée. Au début, c'est agréable, puis ça commence un peu à me faire bader parce que je suis pas très à l'aise dans la position de roi. Je suis fortement en faveur de la démocratie et de la liberté et j'ai une vision du roi d'un petit pays d'Afrique appelé le Swatini. Ce roi concentre toutes les richesses pendant que ses sujets sont affamés et très pauvres, et en plus ils ne sont pas libres. Cette idée commence à tourner en boucle dans ma tête et je me vois comme une mauvaise personne. Ces visions viennent du fait que j'ai tenté de contrôler l'expérience à ma guise, alors que ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. J'ai seulement fait un test pour voir s'il était possible de partir dans ce genre de fantasme sous psychédélique, mais c'est vraiment pas la meilleure manière de prendre la mesure de la signification de l'expérience psychédélique et d'en tirer tous les bénéfices. Je tiens d'ailleurs à vous mettre en garde sur ce point,
car j'ai de l'expérience et j'ai su comment me sortir de cette boucle de pensée oppressante en me fondant dans le grand tout créateur. Mais si jamais vous essayez de dompter les substances, vous pourriez le payer cher. Il est absolument nécessaire de les laisser nous montrer ce qu'elles veulent, même les pires parties de nous-mêmes. Toujours est-il que je continue de monter avec le 6 APB. Je sens qu'il commence à kick assez fort et c'est l'artiste NTO qui va ouvrir le bal de l'explosion sensorielle que je m'apprête à vivre. La musique prend une tournure légèrement divine. Je commence à voir plus de tribus ancestrales, comme dans mon précédent Aliflip. Les notes planantes envahissent mon être et commencent à devenir presque jouissives. C'est là qu'on commence à rentrer dans la partie mystique. Mais quelles sont ces notes de piano si familières? Ce sont celles de 2 diamants de Damso qui arrivent de manière inattendue. Chaque basse traverse littéralement mon âme et le piano est si mélodieux à mon oreille que je suis à 2 doigts d'en chialer. Je me mets à danser comme un fou. Je n'ai jamais été autant énergique en écoutant du dance. On m'enchaîne sur quelques sons issus de son album QALF. Jamais aucune musique de rap ne m'avait à ce point touché et émerveillé. La voix de son fils sur 2 toiles de mer me plonge dans une vision des générations futures et surtout dans un love d'une puissance phénoménale. Je ressens l'amour inconditionnel d'un parent pour son enfant plus fort que jamais et j'éprouve ce sentiment à l'égard de toutes les générations d'êtres humains ayant vu le jour jusqu'à cet instant. La musique continue d'avancer et j'avais réservé le caviar, les meilleures pépites parmi les musiques que j'aime pour cette montée stratosphérique. Je suis plongé dans un immense orgasme fait d'amour, de chaleur, de tolérance infinie, de bienveillance d'une puissance nucléaire. Plus je plonge dans cette sensation sans frontières, plus elle me le rend en m'apportant des sensations agréables. Cela se traduit par une sensation de vertige extrêmement plaisante, comme si j'étais dans un manège à sensations fortes mais sans la nausée qui va avec. C'est comme avoir des papillons dans le ventre lorsqu'on voit son ou sa chérie, et ce d'une puissance déconcertante, jusque dans le creux de mon ADN. Vient la musique Sunburn de Drolo, une pépite qu'Ali m'avait partagée. Cette musique m'a fait remonter tous mes traumatismes d'enfant, et j'ai ressenti une extase incomparable à ce moment. J'ai fondu en larmes et réalisé à quel point je tenais à la vie. J'ai ressenti une rage de vivre plus puissante que jamais. Pour moi, c'est ce à quoi s'accrochent les gens qui ont eu de graves accidents, à qui on a dit qu'ils ne remarcheraient plus jamais et qui, contre toute attente, retrouvent l'usage de leurs jambes et se remettent au sport. La beauté immaculée de la vie se révèle alors à moi dans un sentiment qui est désormais inscrit au fond de mon être. Je ressens un soulagement inouï, une libération orgasmique vis-à-vis des choses atroces que j'ai pu vivre étant plus jeune, comme les abus sexuels. Malgré tout cela, j'ai continué d'avancer, je me suis toujours battu, je suis toujours là pour exister et cet amour divin me chante que je mérite de vivre, d'être présent, que malgré le fait qu'on se soit servi de moi, je vaux autant que le reste de l'humanité. Parfois, je me néglige un peu et ne prends pas forcément assez soin de moi. Mais ce temps est révolu. J'aime bien trop la vie pour la gâcher et cette frappe nucléaire d'émotions qui est montée en moi m'a libéré de toutes mes angoisses du quotidien. Il me permettra à tout jamais de puiser la confiance en moi dont j'aurai besoin. C'est alors que je ressens l'envie d'aller voir ma mère pour lui faire un câlin. Je vais la voir et je la remercie d'avoir toujours été là pour moi et lui dis que je l'aime. Je ressens son amour plus fort que jamais et ce fut un geste de tendresse très agréable. Je retourne ensuite dans ma chambre et c'est au tour de Labyrinthe de faire son entrée en scène. Je tente de plonger le plus loin possible en méditant et ressens mon corps à échelle cellulaire. Je prends alors conscience qu'en m'allongeant, des légers tremblements ont lieu, comme si intérieurement mes cellules essayaient de s'aligner les unes par rapport aux autres. Et à ce moment-là, je me rappelle de ce qu'un YouTuber qui s'appelle Andrés Gomez Emilson appelle les fréquences. Apparemment, les psychédéliques nous font trembler ou vibrer sur certaines fréquences quand ils sont consommés, et les empathogènes viennent donner les mêmes fréquences vibratoires dans tout le corps. Je ressens exactement ce dont il parle, et j'essaye d'aligner mes cellules sur la même fréquence. Pour vous aussi arriver à faire cela, essayez de prêter attention à vos sensations corporelles sous MDMA ou autres empathogènes, puis à force vous arriverez à reproduire le bien-être corporel que vous ressentez, en moins fort mais de manière naturelle. En me focalisant sur ça, je me sens exploser en des milliers de fragments. Je suis dispersé aux 4 coins de l'univers. Je me sens comme immense et d'un coup mes visuels convergent tous en un point et laissent place à la lumière. Je suis devant elle, la claire lumière qui me tend les bras. L'orgasme à l'origine de toute la vie sur Terre ainsi que de toute l'humanité. La force de la vie qui anime tout être vivant ressentie d'une puissance inimaginable. Le kamehameha de l'ultime vérité. Je suis fragmenté, je erre à travers cette nouvelle réalité.
Plus rien de tout ce que je connais n'est valable dans cet univers où tout commence et tout s'arrête. C'est à la fois l'endroit d'où l'on vient et l'endroit où l'on va une fois qu'on est mort. La musique que j'écoute résonne à travers mon âme et je la sens littéralement dans ma peau. C'est comme si chaque molécule qui compose le bois des instruments de la musique que j'écoute avait été créée par Dieu, puis remplie d'un amour grandiloquent rien que pour moi, rien que pour ce moment de communion avec l'infini. Je me sens uni d'une force divine à chaque quark, de chaque proton constituant chaque atome, qui compose tous les grains de sable, toutes les mers et les océans, tous les poissons et espèces marines que ceux-ci contiennent, chaque âme qui a été, est ou sera présente, ainsi qu'à toutes les étoiles empreintes à la valse cosmique existante depuis des temps immémoriaux. Une minute semble durer à la fois des siècles et à la fois un quart de seconde. Les images psychédéliques que j'ai devant moi semblent à la fois de la taille de galaxies et à la fois elles semblent être des microstructures qu'on pourrait voir seulement au microscope. En ce qui me concerne, j'ai disparu. J'en ai oublié ma propre existence. Ce qui ne fait absolument pas peur lorsqu'on est sous-produit. Bien au contraire, plus on plonge dans cette sensation d'interconnectivité, plus on prend du plaisir corporel qui se traduit en orgasme. Je suis au zénith de l'extase et vibre du plus profond de mon être. C'est comme si toute l'humanité chantait au cœur de chacune de mes cellules. Comme si l'univers tout entier me chantait une berceuse cosmique, vibrant dans toute mon enveloppe corporelle. Je ressens l'étincelle créatrice, à l'origine des plus beaux joyaux de ce monde, celle à l'origine de toute l'humanité, de tous les joyaux de cette terre, de toutes les plages et paysages magnifiques, des plus beaux chefs-d'œuvre de la musique, des meilleures saveurs élaborées par les plus grands chefs de l'histoire, des parfums les plus exquis qui soient, ou encore des amitiés et rencontres les plus folles qui aient eu lieu. Puis, je recommence à redescendre tout doucement. Je ressens toujours cela, mais en moins fort, et c'est à ce moment-là que j'entame la bouteille contenant les 40 mg de MD et les 18 mg de 2CB. L'explosion d'amour et de plaisir ultime décroît au fur et à mesure, et au bout d'un peu moins d'une heure à boire la bouteille, je ressens une chaleur dans le ventre, comme si j'avais un petit radiateur de salon à hélice qui soufflait de l'air chaud depuis l'intérieur de mon ventre. Je n'arrivais plus vraiment à plonger dans la sensation orgasmique du tout créateur, mais les deux substances rattrapent les effets et permettent de relancer les effets que je ressentais avant, et ce, moins fortement, mais d'une nature plus mystique. Je ne ressens pas la claque du début, mais j'arrive à me fondre dans la musique, et les visuels prennent une apparence plus violette et bleutée, ce qui m'est aussi arrivé dans mon précédent Alifli. Cette fois-ci, je ressens moins fort l'amour ultime et intense. En revanche, j'ai plus la sensation que toute l'humanité est réunie dans chacune de mes cellules et chante à travers celle-ci, comme je le décrivais tout à l'heure. Les effets sont plus doux, plus roses, plus légers. J'ai eu le sentiment de passer par plusieurs paliers. C'est comme si je descendais des marches en termes d'intensité des effets. Je passe 2 heures sur une marche, puis je descends. Je repasse 2 heures sur une marche, puis descends encore une fois, et ainsi de suite. Les musiques s'enchaînent. Je passe par un mix de trance, puis un mix de speed bass, qui n'était d'ailleurs pas idéal pour plonger profondément et orienter le trip de manière mystique. C'est pourquoi à partir d'une heure après avoir drop le 2CB, je conseille de mettre des musiques planantes, mystiques et good vibes, car il est plus difficile de plonger profondément dans son âme sur des musiques un peu plus agressives, disons. Et après, ça reste quand même au feeling. J'ai eu beaucoup de visions de l'origine africaine de l'humanité, car j'avais mis des musiques aux sonorités exotiques. Le rythme dansant me porte vers des contrées encore inexplorées, sorte de paysage de plaine africaine kaléidoscopique. Mais en même temps que ces paysages défilent devant mes yeux, j'ai une image mentale qui persiste pendant plusieurs heures, et cette image est un cercle au centre dont la couleur change perpétuellement, entouré d'un halo de lumière divine. On dirait un peu une potion magique qui est en train d'être mélangée en rond à l'aide d'une cuillère, et le mouvement circulaire ne s'arrête jamais. Imaginez qu'on met une galaxie avec moins d'étoiles et plus de lumière dans une marmite. Des images de tout ce que l'univers a créé défilent autour de ce cercle. C'est-à-dire qu'autour de ce cercle, je vois en même temps des hommes de toutes les époques qui se succèdent. Des Égyptiens, des Mayas, des Africains modernes, des Américains, des Asiatiques bouddhistes d'il y a 1000 ans, comme des Japonais de nos jours. Je vois aussi des arbres et tout type de plantes et fleurs, dont certaines qui n'existent pas et qui semblent venir d'un autre monde. Les animaux sont aussi là, certains sont réels, d'autres imaginaires. Je vois les montagnes, les fleuves, les bateaux, des instruments de musique, des étoiles, des galaxies, des voitures, des formules mathématiques. Je visualise des concepts, je vois des odeurs et les sens parcourir mon épiderme. Je vois des philosophes,
des villes, le ciel, les volcans. Je vois des œuvres d'art, des outils de bricolage, des réactions chimiques. Bref, je suis capable de voir en même temps tout ce qui existe, a existé et existera. Mais chacune de ces choses émane du cercle que j'ai décrit plus tôt. Ce cercle, c'est la force créatrice habitant toute chose. C'est ce qui habite tout ce qui a été dans la réalité, dans le passé, dans le présent et dans le futur. Le père ou la mère de toute chose. On pourrait dire que c'est le temps lui-même qui, lorsqu'il passe, engendre des phénomènes tels que le Big Bang, puis la formation de la Terre, des océans, des continents, mais non. C'est la force même qui est à l'origine du temps, à l'origine de la matière. C'est la force qui a créé les règles qui régissent ce monde, qui a créé la matière, les mathématiques, la physique, les interactions moléculaires et réactions chimiques, l'espace, le temps, les dimensions telles que la largeur, la longueur, la profondeur, etc. En même temps que cette vision, j'ai des champs mystiques qui résonnent à travers toutes mes cellules. J'aurai ce visuel et les sensations que j'ai décrites lorsque le 6-APB a kick du début à la fin de mon trip, mais le moment où je ressentirai ça le plus fortement était aux alentours de 5 heures après le début. L'intensité de cette sensation vertigineuse de connexion au divin s'estompera lentement jusqu'à la fin de mon trip, et ce par paliers comme j'ai décrit plus tôt. C'est ici que se termine un énorme voyage qui m'aura marqué pour toujours. La sensation la plus marquante que j'ai décrite est celle de se sentir vivant plus que jamais. La vie qui m'a été donnée par la force du tout. Alors, Voilà, j'ai fini mon trip report. J'espère que ça vous aura plu. alors, avant tout, je te remercie beaucoup pour ce trip report qui était franchement magnifique. Je te jure que c'est rare d'avoir des trip reports aussi détaillés, aussi profonds, que ce soit dans la description des sensations, des visuels ou des interprétations cosmique ou du feeling spirituel qui va avec. Du coup, si ça te dérange pas, je mettrai ta playlist dans la description de la vidéo. Ouais, pas de souci. Bah, c'est avec plaisir si les gens veulent aller voir un petit peu ce que j'ai fait, parce que j'avais vraiment bien travaillé cette playlist. Donc voilà. Après, comme j'ai dit dans mon trip, il y a des moments où j'ai mis un peu de techno, un peu de speed bass aussi. C'était pas le meilleur, mais ça allait quand même bien avec la transition quand j'ai pris la MDMA. Donc voilà. Et je tiens aussi à préciser, vu que je ne l'ai pas dit au début, que cette vidéo n'est pas une incitation ou non à la consommation de substances, qu'elles soient légales ou illégales. On est là pour informer, prévenir et partager des récits d'expérience. Je tiens aussi à prévenir qu'au final, Eliacide, il a quand même beaucoup d'expérience derrière lui, que c'est pas son premier rallye flip et que les dosages dont il parle, la grande majorité des gens, surtout ceux qui n'ont pas beaucoup d'expérience, auraient vraiment beaucoup de mal à gérer une expérience de ce calibre. Et du coup, vu que tu as bien parlé de ta préparation, tu as dit que tu avais médité et voilà, et que tu avais préparé l'expérience un petit peu dans ton esprit, vu que tu habites avec tes parents, tu les as prévenus comment réagir en cas de bad trip, et voilà, les trip killers, les benzos, etc. Du coup, voilà, tout était très bien géré, j'ai rien à dire. Et du coup, vu que ton expérience, elle date quand même de maintenant quelques semaines, j'aimerais que tu me dises comment s'est passée l'intégration, c'est-à-dire aussi bien le lendemain, les premiers jours, qu'aujourd'hui, à quelques semaines plus tard. Alors bah du coup les jours d'après ont été un petit peu un petit peu compliqués. Bah c'est comme toujours la descente après un trip aussi puissant, c'est quand même c'est les descentes sont enfin je dirais que c'était pas au final je pense que par exemple une descente de 200 milligrammes de MDMA c'est bien pire que la descente que j'ai vécue, mais c'est vraiment un trip qui vient toucher euh, à, je sais pas comment dire, à l'identité profonde, quoi. C'est un truc qui vient, ouais, qui vient interagir avec la construction psychologique du plus jeune âge, quoi. Vraiment, ça vient, ouais, gratter les profondeurs de ton âme et c'est un truc auquel il faut vraiment se préparer parce que, bah, c'est, en termes, sur le plan identitaire, c'est vraiment une claque, c'est vraiment un bouleversement, quoi.
Donc c'était quelque chose auquel je m'attendais, d'ailleurs que je désirais même. C'était pas seulement juste préparé, c'était aussi quelque chose que je voulais. Et donc ouais, je m'étais préparé mentalement, mais déjà un mois avant le trip, quoi. Je commençais à me dire juste après comment est-ce que ça s'est traduit? Ben déjà par beaucoup de méditation, en essayant de lâcher prise le plus longtemps possible, avec de la musique ou sans musique, peu importe. Puis aussi juste ouais, se poser 10 minutes et se dire ouais, là je m'apprête à faire un truc de fou, est-ce que c'est vraiment le bon moment? Enfin, essayer quand même aussi de remettre en question le moment pour être sûr de choisir la bonne date. C'est pour ça que c'est le genre de trip, enfin moi je l'ai préparé un mois à l'avance. J'ai essayé de voir la meilleure date dans mon planning qui était la plus optimale pour vraiment être bien, être détendu. Par exemple, ne faites pas ça là, 2 jours avant une rentrée scolaire ou je sais pas, quand vous venez de rentrer d'un voyage ou je sais pas, parce que c'est des choses qui sont qui peuvent être un petit peu stressantes, voilà. Enfin après, moi je parle personnellement parce que personnellement quand je voyage, je mets un petit peu de temps à atterrir dans l'endroit où je suis allé. Et aussi quand je rentre chez moi, je mets un peu de temps à retrouver mes repères, etc. Donc pour les gens un peu sensibles comme moi, ouais, évitez de faire ça juste après un voyage, juste après des événements aussi, type, je sais pas, une rupture, ou là vraiment, faites surtout pas ça après des événements comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas à repousser ce genre de trip. Et puis ouais, niveau de l'intégration, ben le lendemain. Je me sentais un petit peu, enfin j'ai vu ma copine parce que j'avais un peu besoin de contact. Je me suis dit, enfin, je me sentais un peu seul et tout. Du coup, j'ai vu ma copine, ça m'a fait du bien. J'ai pu me ressourcer tranquille. Et puis après, les jours d'après, j'ai commencé l'intégration vraiment de mon expérience. Et c'est un trip qui a changé quelque chose en moi au niveau de la danse surtout. On dit souvent, enfin, les vidéos de nuit, elles parlent souvent du 6-APD comme étant une molécule très dansante, très libératrice au niveau de la danse. Et je trouve que là, ça m'a vraiment aidé sur ce plan-là. C'est-à-dire que là, si j'ai envie, je peux danser vraiment dans les couloirs de mon lycée. J'en ai rien à foutre, quoi. Ça a vraiment changé ça. Je sais pas, j'ai beaucoup plus de tolérance vis-à-vis de mon corps. Enfin, disons que j'ai pas de complexe physique. Mais ouais, au niveau de la danse, je me sentais pas, avant ce trip-là, je me sentais pas vraiment à l'aise. Je sais pas, j'avais un peu honte de danser. Mais maintenant, ça m'a vraiment libéré quelque chose. Ça m'a fait un déclic niveau, niveau sensation corporelle de danse, ouais, je dirais. Et, euh, et après, comment est-ce que j'ai fait pour avoir ça? Parce que ça me l'a pas non plus servi sur un plateau d'argent. C'est-à-dire qu'il a fallu quand même de l'exercice, tout ça. Ben juste, je suis allé dans des lieux publics, comme ça, tout seul, et bah j'ai dansé. J'ai soumis, on va dire, ma danse au regard des autres, sans déranger, évidemment, j'avais mes écouteurs et tout, mais voilà, le fait ouais, je sais pas, de danser dans la rue et tout. Et puis voilà, j'avais même des personnes qui sont venues me voir en me disant, enfin voilà, que c'était sympa de voir quelqu'un danser et tout. Donc, ouais, n'ayez pas peur de faire ce genre de petit exercice de lâcher prise. Ça peut permettre une bonne intégration et, et voilà, de pas avoir ce sentiment de honte, de jugement et tout. À partir du moment où vous créez quelque chose, ouais, je pense que ça, il n'y a pas besoin enfin, faut pas avoir honte, vous voyez, Je de suis tout, soumettre ça au jugement des autres. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, ce que tu as dit par rapport à la danse. Parce que même moi, même si j'aimais bien danser, je pense que les psychédéliques, ils m'ont libéré pas mal de trucs par rapport à ça. Et comme toi, j'adorais j'adorais m'entraîner, on va dire, à me libérer en dansant, on va dire, dans des lieux publics et vraiment dans des endroits où juste j'avais envie et je dérangeais personne. Et c'est vrai que
Bah, les molécules comme le 6-APB, elles sont très densantes et dans un combo psychédélique en pathogène, la profondeur de l'LSD, ça va permettre de vraiment intégrer la chose, on va dire profondément dans l'esprit, comme, comme quelque chose de vraiment de libérateur, d'épanouissant. Et que tous les jugements qu'on a un petit peu sur nous-mêmes, au final, c'est juste une intégration du conditionnement qu'on nous a fait à l'extérieur et les psychédéliques qui sont justement là pour nous aider à lever le conditionnement. J'ai une vidéo en particulier sur le conditionnement et les psychédéliques. Et c'est vrai, comme tu as dit, la descente, c'est vrai que vu que ça va shake l'identité, ça va mettre plein de remises en question, on est souvent fatigué les jours qui suivent. Mais tu l'as dit aussi, qu'au final, c'est quand même une expérience qui est longue, intense, profonde, etc. Et ça reste quand même une descente plus agréable que qu'une personne random qui serait partie à une soirée, qui aurait pris un Taz à 200 mg de MDMA, souvent coupé à d'autres trucs, qui aurait bu un peu d'alcool avec et qui après aurait passé 3 jours avec le moral dans les chaussettes. Et un dernier commentaire par rapport au dosage. Il faut savoir que Eliacid, après avoir fait son premier Ali Flip à 150, il me disait qu'il avait envie de tenter un Ali Flip à 250 microgrammes et je lui ai clairement mis un stop. Je lui ai dit que tu te rends pas compte de la puissance juste de passer de 150 à 200 microgrammes. 250 microgrammes en Candy Flip, du coup le début du Ali Flip, c'est mon plus gros trip que j'avais vécu à 20 ans, du coup c'est aussi ma première vidéo et c'est vraiment une expérience d'une telle puissance que c'est un truc qui prend des mois, voire des années à intégrer. Du coup, je t'invite à finir ce que tu disais sur l'intégration et aussi faire un petit commentaire par rapport à ce que j'ai dit sur le dosage. Ouais, alors, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le dosage. Les gars, vraiment, du, du fond de mon cœur, ne tapez pas des haliflips à 250 microgrammes, même après en avoir fait un à 150, c'est impossible. Genre, dites-vous que je mets en termes de puissance mon haliflip à 200 microgrammes, c'était facile 2 à 3 fois plus fort que le premier. Et on a juste monté de 50 microgrammes et juste mis en proportion aussi correctement. Parce que pour mon premier haliflip, j'avais fait 115 mg de MDMA. C'est alors que là, le deuxième, j'ai fait 110 mg de 6-APB. Moi, je dirais que 110 mg de 6-APB succinate, c'est environ 135-140 mg de MD. Donc voilà. Et puis j'ai monté aussi le dosage du 2CB. Enfin voilà pour mettre les bonnes proportions. C'est un petit peu comme quand on fait un gâteau, on met pas plus d'œufs que de farine. Sauf si on fait une omelette. Et c'est ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et donc du coup, bah voilà, moi je vous invite déjà avant de tester un Ali Flip, voilà, testez d'abord Candy Flip tout seul et Nexus Flip et ensuite on en reparle. Et puis une fois que vous avez testé le Ali Flip, dites-vous faut vraiment se faire ce palier à 200 microgrammes entre l'expérience à 150 et l'expérience à 250 parce que là, rien qu'en vivant ça je me suis dit, j'ose à peine imaginer la puissance de ce que ça fait 250 microgrammes, quoi. Ça doit être mais, colossal. Pourtant, toi, tu as déjà testé 250 microgrammes de LSD, mais tout seul, combiné à rien d'autre. Du coup, comment tu pourrais comparer ton trip où tu as pris juste 250 microgrammes de LSD et ce Flip dont tu nous parles? Bah, je dirais que, en fait, selon moi, 250 microgrammes, c'est un peu le palier à partir duquel un petit peu tout est possible, en tout cas en Ali Flip. En Ali Flip, c'est le palier vraiment. Au-dessus de ça, je pense que ouais, on peut taper mort de Lego, tout ça, vie alternative et tout. Enfin, ce qui vient après la mort de Lego. Et pour comparer un petit peu les deux, je dirais que mon expérience à 250 microgrammes, c'était un truc qui était, euh, qui était très profond et tout, mais il y avait pas,
c'était un petit peu chaleureux aussi. Enfin, je ressentais de la chaleur, un truc dans mon ventre et tout, mais c'était moins, j'avais moins la connexion, mais genre vraiment beaucoup, beaucoup moins la connexion avec l'infini. Ça veut dire, j'ai l'impression, enfin moi, quand je méditais sous mon Aliflip, là, le gros Aliflip dont j'ai parlé, euh, on a l'impression, enfin je sais pas toi comment tu le ressens, mais j'avais l'impression d'être immense, d'avoir, c'est surtout un truc qu'on ressent au niveau du ventre, j'ai l'impression. T'as l'impression d'avoir un trou noir à la place du ventre. Je sais pas comment expliquer, mais c'est un peu comme ça que je le ressens. Et j'avais ça aussi, mais pendant mon trip à 250 microgrammes, j'avais ça aussi, mais moins fort. Enfin, imaginons que si, pendant mon Ali flip, mon ventre faisait 100 mètres de profondeur, on va dire, bah imaginez que pour 250 microgrammes, il fait 20 mètres de profondeur. Enfin, vous avez capté un peu. C'est difficile à décrire, mais voilà, il y a moins une sensation de d'immensité quand on a juste le LSD. Et l'empathogène, il vient vraiment, je sais pas, ça vient faire un truc, ça vient exploser, quoi. Moi, je le ressens vraiment comme une explosion et, euh, et ouais, un truc je sais pas, qui te dispatche aux quatre coins de l'univers, quoi. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Tu as parlé de Andrés Gomez Emilson. Du coup, plus tard, quand on va parler des dosages, etc., je vais laisser son graphique. Mais dans sa vidéo où il parle du candy flip et comment l'optimiser, au final, il parle aussi du Ali flip parce qu'il parle de rajouter du 2CB par-dessus le candy. Il disait qu'il y a beaucoup de gens, c'est des maximalistes. Ils vont dire l'idée pour vivre une mort de l'ego, pour vivre quelque chose de transcendant, c'est de prendre des grosses doses de LSD de 300, 400, 500 microgrammes. Et il a vu que dans ça, même si au final les gens ils vont y arriver, entre guillemets, parce que c'est vraiment le mot, mais bon, ils vont passer par des moments très dark, très complexes, etc. Et c'est les maximalistes. Et alors qu'en utilisant des combinaisons, c'est possible d'être sur des dosages plus légers, d'être sur une expérience moins risquée, plus contrôlable, mais d'arriver avec le mélange des molécules, qui est au final aussi un mélange de fréquences, différentes fréquences en même temps qui modulent quelque chose de particulier, d'atteindre ces états de dissolution de l'ego qui jusqu'à la dissolution totale et l'expérience, on va dire, ultime qui est de laquelle beaucoup en parlent et beaucoup la recherche, parfois sans la trouver parce que c'est pas forcément facile et ça dépend de plein de facteurs. Mais oui, je suis convaincu. Moi, tu me connais, je suis très très fan des combinaisons. Je vois ça un peu comme de la cuisine. Ça sert à rien de manger un seul aliment en beaucoup. C'est beaucoup plus intéressant d'avoir deux, trois aliments mélangés, des épices, etc. Il y a tellement de variations possibles à faire dans les combinaisons. Et du coup, voilà, comme tu as dit, ton expérience, alors que la dose d'LSD était plus légère, vu que c'était une combinaison, ça t'a ramené beaucoup plus loin qu'une dose de LSD un peu plus élevée. Voilà. Et du coup, par rapport à l'intégration, tu as parlé un petit peu de l'intégration, mais j'ai bien envie que tu me dises comment tu as fait pour les réalisations que tu as eues pendant les expériences, cette rage de vivre, etc. Comment tu as fait pour l'intégrer à la vie de tous les jours et comment était ton afterglow? C'est-à-dire après les premiers jours de descente, on est quand même un peu fatigué, un peu épuisé, on a besoin de s'en remettre comme après un marathon. Comment était l'afterglow? Comment tu te sentais dans les semaines qui ont suivi? Bah, en fait, ça m'a fait réaliser, par exemple, un truc basique. Genre, quelques jours après, je suis allé genre dans ma salle de bain, j'ai ouvert le robinet et je me suis dit, waouh, genre, j'ai un robinet chez moi. Je sais pas comment expliquer, mais je me suis dit juste ça, par exemple, c'est un truc tellement basique pour les gens occidentaux. Ça paraît basique d'avoir un robinet chez soi, mais genre, il y a des gens, dites-vous, ils font 20 kilomètres, enfin 10 kilomètres aller, 10 kilomètres retour, parce que le seul puits qu'il y a, il est à 20 bornes de chez eux. Enfin, alors ce genre de truc, ça m'a fait réaliser ce genre de choses, à quel point, dans les trucs basiques, ouais, genre l'accès à l'eau, l'accès à la nourriture, les trucs comme ça, c'est des trucs qui nous paraissent normaux, mais qui sont tellement importants. Et ça m'a fait réaliser à quel point, enfin, les problèmes en fait
on se donne, ou enfin qu'on a dans nos vies, parfois ils sont futiles et on pourrait passer au-dessus, quoi. Je veux dire, c'est pas parce qu'on n'a pas le dernier iPhone qu'on peut pas être heureux. Euh, ouais, c'est ce genre de truc. C'est aussi, moi, je travaille beaucoup en ce moment. Euh, voilà, j'ai des études qui me prennent pas mal de temps, mais je me débrouille maintenant pour. Enfin, du coup, j'ai délaissé un peu le sport. D'ailleurs, je faisais du foot, j'ai fait du foot pendant des années, mais j'ai arrêté. Je faisais de la musculation après, mais j'ai aussi arrêté parce que par manque de temps. Et maintenant, bah, je me débrouille pour quand même me ménager dans la semaine des moments où je fais du sport parce que le sport, c'est important pour la santé. Voilà, ça m'a fait réaliser à quel point je tenais à ma santé, en fait. Et à quel point, sans la santé, on fait rien. Et, euh, et ouais, maintenant, je prends beaucoup plus soin de moi. Voilà, je fais plus de sport, j'essaie de manger plus équilibré et tout. Et c'est automatique, en fait. Ça m'a fait. Ça, pour le coup, j'ai pas eu. Enfin, je mets encore. Là, voilà, ça va être une intégration sur plusieurs années. Il va falloir intégrer ça vraiment dans mon mode de vie et tout. Mais en tout cas, je fais tout pour. Et à chaque fois, à chaque fois que je me dis que j'ai envie de faire sauter ma petite séance de sport, je me dis non, non, je peux pas, tu vois, faut que je le fasse. Et je me rappelle de cette expérience et je me dis, voilà, ça m'a apporté ça, ça m'a montré ça. Maintenant, faut vraiment que j'intègre le truc, quoi. Ça me donne, en fait, ça me donne l'énergie mentale de me dire que c'est important. Parce que des fois, voilà, on est fatigué, on n'a pas envie de le faire et tout, on a travaillé toute la journée, mais voilà, faut quand même faire du sport, c'est important. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Yes, j'ai très bien compris. Après, tu as dit que si le puits était à 20 bornes et qu'il fait 10 kilomètres aller, 10 kilomètres retour, il a juste fait 20 kilomètres au total, mais il n'est pas réussi à aller au puits. Et je pense qu'on peut se baser sur cet exemple pour, dans la vie, il faut aller au bout de nos idées ou au bout du chemin qui mène vers le puits. Et il faut l'interpréter très philosophiquement, ce que je dis. Merci d'avoir parlé de l'intégration. Maintenant, je vais te demander l'afterglow. Comment c'était? Du coup, l'afterglow, pour définir, c'est les effets, les sensations que vous avez dans la vie de tous les jours. Là, l'intégration, c'est plus sur vraiment les réalisations et ce qu'on a, alors que l'afterglow, c'est plus un petit peu le changement du mood, ce que ça a fait. Alors, au niveau ouais, du mood dans lequel j'étais, bon, bah, la semaine qui a suivi, c'était un petit peu, pas, je dirais pas sombre, mais brumeux. Brumeux, on va dire. Ouais, c'est un peu. Ouais, en fait, bah, je sais pas si vous avez lu les méditations métaphysiques de Descartes, mais en gros, c'est un petit peu comme si tout le socle était. On doute un peu de tout. Enfin, on remet un petit peu en cause tout ce qu'on a appris, etc. Donc, c'est pas une période facile, cette période d'après-trip parce que voilà, il y a des schémas qui changent, des choses aussi, des choses auxquelles on croit très très fort des fois, mais qu'on remet quand même en question. Des fois, on finit par comment dire, euh, on finit par se dire que au final, on pense de la bonne manière sur un point, mais on a quand même remis en question notre pensée. Donc, c'est pas un exercice facile. Et voilà, donc c'est un peu fatigant, mais par contre, euh, le fait de ouais enfin ça m'a fait réaliser à quel point genre par exemple je marche dans la rue, je me dis putain, j'ai des jambes. Il y a des gens qui n'ont pas ça, tu vois, il y a des gens qui sont tétraplégiques, paraplégiques et tout, et du coup ça m'apporte un bonheur au quotidien, mais un truc genre je m'extasie sur n'importe quoi. Je me dis je sais pas, j'ai des habits, j'ai un toit sur la tête, j'ai chez moi j'ai le chauffage. Et juste ça me rend heureux. Et ouais, ça m'a permis de tirer du bonheur, beaucoup de bonheur, de choses très simples, genre juste se mettre une bonne musique et danser, sortir un crayon, des feuilles et dessiner, manger un bon repas. Enfin voilà, ça m'a permis ça me permet de tirer du bonheur de choses très simples comme ça. Aujourd'hui, ça fait à peu près combien de temps que le trip est passé? Aujourd'hui, ça fait environ, je crois, 2 semaines et demie. Ouais, quelque chose comme ça, ouais.
peut-être un peu plus, Et du coup, après 2, 3 semaines. la première semaine qui était brumeuse, et ça c'est normal, après un gros trip, il faut au moins quelques jours, voire une semaine, voire même plus, pour intégrer l'expérience. Et voilà, on va pas forcément en voir les bénéfices sur le mood. Après voilà, c'est pas tout le temps des bénéfices. S'il y a des expériences qui sont mal gérées, mal intégrées, des fois ça peut même apporter du négatif. C'est pour ça qu'il faut être très précautionneux et très responsable dans l'usage du psychédélique. Mais tu dirais maintenant, 2 semaines et demie après, comment tu comparerais ton mood de maintenant à ton mood de avant cette expérience? Et ben, en fait, comme j'avais déjà fait un Ali Flip avant, bah j'avais déjà un petit peu ce truc de ouais genre s'extasier des choses basiques, mais là je l'ai mais encore plus fort quoi. C'est enfin ça m'avait mon premier Ali Flip m'avait aussi montré que voilà la recherche de grandeur, de grandes choses. Enfin, je sais pas genre par exemple avoir pour objectif d'être milliardaire. Bon, c'est cool pour vous si vous avez ça, mais voilà, c'est peut-être pas ça qui vous rendra heureux. Et ça m'a fait réaliser ça, mais genre encore plus fort, vraiment, genre facile 5, 10 fois plus fort. Et ouais, je sais pas aussi bah, les choses que j'ai dit précédemment aussi, par exemple, genre juste, comme je disais, avoir accès à l'eau, tout ça, bah, c'est des trucs que j'avais pas réalisé dans mon précédent Ali et que là j'ai réalisé et que j'ai réalisé très très fort. Mais après, je pense qu'on peut même les réaliser encore plus fort et qu'on peut avoir une intégration de ce genre de choses encore plus puissante avec des dosages plus hauts, etc. Mais voilà, comparé à mon premier Ali Flip, ce que ça a fait. Yes, après je précise, c'est pas forcément le dosage qui fait tout, c'est aussi c'est un setting, parce que c'est possible de prendre des grosses doses, de mal gérer et de mal faire les choses et d'avoir des effets très négatifs. Du coup, moi je prône toujours la responsabilité et la réduction des risques, découvrir d'abord à des doses légères et puis peut-être explorer des doses un petit peu supérieures, mais il faut savoir que Eliacid, il avait quand même déjà beaucoup d'expérience quand il a tenté 150 microgrammes et qu'il y a beaucoup de gens qui auraient du mal à ces dosages-là. Et du coup, dans ce dont tu as parlé, tu as aussi parlé un petit peu, on va dire, de l'aspect thérapeutique, de choses, on va dire, traumatiques qui sont remontées. Quand je dis traumatique, on m'a déjà dit, oui, tu parles des traumas, etc. Mais tout le monde n'a pas forcément des traumas. Ce que je veux dire, c'est qu'au final, les traumas, pour moi, ça peut être très variable. Ça peut aller, on va dire, d'un cas très fort de quelqu'un qui s'est fait, je sais pas, kidnapper, torturer pendant des années à quelqu'un qui aurait un petit trauma de s'être fait rejeter par une fille au collège et ça vraiment ça lui a bouffé l'esprit, etc. C'est-à-dire, les traumas, je vois ça d'une manière très large sans voir que les trucs qui sont graves ou complexes entre guillemets. Et du coup, ce que je voulais te demander, c'est comment tu vois le Alley Flip et l'agencement des différentes substances par rapport au trauma. Je vais rappeler ce que j'avais dit la dernière interview de Max et Steffi, le Aliflip 4. J'avais dit que le Aliflip, on pouvait un petit peu le décrire comme le LSD. C'est comme si on plonge dans un couloir sombre où il y a plein de portes, qui a plein de portes fermées avec la poignée un peu rouillée, etc., qui grince, c'est sombre et tout. Et ça serait le LSD qui nous ramène dans nos profondeurs. Ça fait un peu peur, ça demande du courage et tout. Que l'empathogène, ça va venir mettre un petit peu de lumière à l'intérieur et on aurait plus de courage à aller ouvrir les portes, aérer, faire le travail de nettoyage, guérison, de réalisation, c'est-à-dire par exemple aller dans une pièce qu'on n'a pas ouverte, dépoussiérer un peu, arranger le canapé, ouvrir la fenêtre, etc. Et que le 2CB après il permet l'exploration. C'est pour ça que je pense que le Haliflip peut avoir un intérêt supérieur au candy flip, parce que déjà le candy flip, la descente, elle peut être un peu rude. On a l'empathogène qui descend, le LSD qui descend, et on peut être un petit peu où on descend trop vite. On se dit putain, mais c'était que l'effet de la substance et la vie en vrai, elle est pas si bien que ça et tout.
Alors que du coup, avec le 2CB, c'est comme si on peut explorer cette pièce qu'on a un peu dépoussiérée sommairement et qu'on a arrangée. On peut la pomponner, on peut mettre un vase à un endroit plus joli. On peut, par exemple, orienter le canapé pour prendre la lumière de la fenêtre. Et on peut justement profiter de ces nouveaux endroits, ces parts de nous qu'on a dissociées de nous-mêmes. Et du coup, voir à travers ces endroits et voir le monde d'une nouvelle perspective. Voilà, c'est une image que j'aime bien donner, qui m'est venue avec le temps. Et du coup, je t'invite à donner ton avis sur ce que je viens de dire. Ouais, bah c'est vrai que c'est une image que tu reprends souvent depuis quelques vidéos et je trouve que c'est une très très bonne image parce qu'en fait l'empathogène il va apporter aussi je trouve qu'il apporte une composante essentielle à comment dire le fait d'être à l'aise pour un humain, c'est genre la chaleur. La chaleur que tu ressens vraiment dans tout ton corps et une puissance phénoménale. Et ça t'apporte ouais, le courage d'aller ouvrir les portes, d'aller... c'est comme si, ouais, je sais pas, euh, quelle image est-ce qu'on peut trouver? Quelqu'un qui oserait pas, ça permet de briser la glace un peu, de briser les barrières, comme si on était dans une cage et bah l'empathogène, enfin le LSD va permettre de voir que il n'y a pas que la cage. L'empathogène, ça va être la clé qui ouvre la cage. Et le 2CB, ça va être le truc qui va te donner envie de sortir de la cage, on va dire. Parce que on peut même, par exemple, on peut prendre l'allégorie de la caverne, même si on sait qu'à l'extérieur, il y a quelque chose, que c'est ouvert et qu'on peut y aller, on a même pas envie d'y aller parce on est dans le truc, dans le système et tout. Enfin voilà. Et là, le 2CB, il va te permettre, ouais, de confirmer ça, de dire, bah, on y va, quoi. C'est parti. Et tu sors de la cage et tu découvres, la vie. J'aime bien l'image que tu as donnée. C'est vrai que, après, on pourrait aussi l'expliquer d'un point de vue un peu plus scientifique, où le LSD, on va dire l'action qu'il va faire, c'est connexion de nouvelles régions neuronales, du coup, de nouvelles idées qui pop, la dissolution de l'ego, du coup, moins de barrières, on va dire, de communication, plus d'authenticité avec soi-même, l'empathogène et avec la sérotonine qui monte, l'ocytocine aussi qui joue, qui est liée. Et, euh, et voilà, je pense qu'il y a même une action, si je me trompe pas, sur l'amygdale où du coup il y aurait une réduction de la peur, fait qu'on est dans un état où on se sent mieux, hein, une sensation de bien-être, on a moins peur et du coup on peut aller explorer quelque chose de- d'un peu sombre. Et le 2CB à la fin, il va permettre de rallonger les effets empathogènes, de rallonger les effets psychédéliques et de donner lui-même une sorte de touche où on rajoute un petit peu une dimension à tout ça pour l'explorer. Bah oui, oui, c'est exactement ce que tu as dit. Puis moi, je pense que au niveau de l'ordre, c'est le truc le plus, je dirais, je pense que c'est le truc le plus efficace. Après, j'ai pas forcément testé un autre ordre, mais pour moi, l'intérêt particulier de ce combo. C'est évidemment le 2CB, il va beaucoup rajouter à la fin sa touche colorée et il rajoute un truc vraiment mystique. Mais le truc le plus frappant, c'est vraiment la montée d'empathogène quand on est déjà sous psychédélique. C'est-à-dire que, par exemple, une montée d'empathogène enfin, sans combo, juste comme ça, une montée de MDMA au 6-APB, c'est un truc extrêmement agréable, enfin, qui vient, ouais, je sais pas comment expliquer, mais qui vient donner un amour, un truc. D'une puissance inimaginable. Mais le fait que ça là, ce truc-là vienne sous psychédélique, quand on est déjà dans un état de conscience modifié, ça vient, ouais, c'est vraiment une explosion. C'est un truc, c'est divin. Ça te, tu le ressens. Déjà qu'on, par exemple, le sens du toucher est vraiment, vraiment augmenté sous un pathogène tout seul. Mais là, mais
enfin, je sais pas, tu te mets une couette sur toi, c'est comme si la couette, elle venait réchauffer ton âme, quoi. C'est, ça fait tomber toutes les barrières. Déjà que, voilà, par exemple, ça fait tomber les barrières dans le sens où on va plus parler aux autres, on va plus, on peut avoir plus de courage pour aller aborder quelqu'un, ou voilà. Mais là, c'est vraiment, c'est ultime, quoi. C'est, ça vient faire tout tomber. Ça fait tomber toutes les barrières. Tu n'as plus peur de rien. Mais dans le sens pas plus peur de rien, genre tu peux aller sur la route et enfin sur l'autoroute comme ça en mode je m'en fous de la mort, c'est pas ça. C'est genre plus peur de la honte en fait. Plus tu te laisses complètement exister grâce à l'empathogène sous psychédélique. Bah, le fait que tu aies dit que les timings ils sont idéaux, je pense que je suis d'accord avec toi parce que Frédéric Michael Fischer, qui a travaillé avec Stanislas Grof et qui parle des combinaisons de substances, elle utilise les trois molécules dont on a parlé. Elle va dire que bah, le candy flip c'est intéressant quand la MDMA elle est prise après l'LSD. Elle va parler des autres variantes aussi, mais elle va surtout se focaliser sur les principales que quand la MDMA elle est prise au début du plateau de l'LSD, comme ça les plateaux se rejoignent, c'est celui qui a, on va dire, le plus d'intérêt, même s'il doit y avoir des situations où un timing différent peut être intéressant. Et pareil pour le 2CB et la MDMA, quand je lui avais envoyé un email pour dire que j'avais fait un article et une vidéo sur elle, elle m'avait dit ouais, est-ce que tu as bien insisté sur le fait de prendre le 2CB en fin de plateau de MDMA et je lui ai dit TKT le sang, tu vois. Et, euh, et voilà, du coup, ouais, je pense que vraiment, c'est les timings qui sont idéaux. Et du coup, si ça te va maintenant, on va parler de cette combinaison en parlant de chaque famille de substances. Du coup, au début, les lysergiques, famille du LSD, les empathogènes, famille de la MDMA, et puis, on va dire, les proches du 2CB. Et on va parler de famille de substances par famille de substances. Et je vais vous mettre à l'écran devant vous les différentes molécules avec, on va dire, les timings, dosages, etc., les screens de Psychonaut Wiki devant vous. Alors, pour commencer avec les psychédéliques, on va dire que ce qui est le plus répandu, c'est souvent le LSD classique ou le 1-PLSD, qui pour moi c'est quasiment la même chose que le LSD. Il y a aussi le 1-CPLSD, celui dont tu as parlé, le 1-CPLSD, la différence avec le LSD, c'est qu'il est légèrement plus long, il prend un peu plus de temps à monter, et l'effet dure un peu plus longtemps. Et puis à l'opposé, on a le ALAD, du coup Aladdin. J'ai fait une vidéo dessus parce que c'est une molécule intéressante parce que c'est un psychédélique, un lysergique en particulier, qui dure moins longtemps que le LSD et qui a un effet qui peut être moins anxiogène, moins profond, qui est peut-être plus adapté à des gens qui seraient sensibles ou sujets à la peur ou peut-être plus à la recherche de quelque chose de récréatif ou quelque chose de court. Et du coup, avec ces trois molécules qu'on a devant nous, chacune peut être adaptée à différentes situations. C'est-à-dire le 1-CPLSD pour quelqu'un qui va rechercher une expérience plutôt dans la longueur et qui monte doucement, le 1-CPLSD peut être plus adapté. Le LSD, ça serait le truc classique. Et l'ALAD, ça peut être intéressant pour quelqu'un qui va rechercher une expérience peut-être plus courte et quelqu'un qui ne serait pas forcément prêt à, on va dire, les claques que peut mettre le LSD. On va dire que c'est un lysergique qui pardonne plus. Du coup, je te passe la parole sur cette famille de molécules. Ouais, bah, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu as dit. Bah, c'est vrai que je pense que à peu près toutes les prodrogues du LSD peuvent remplacer le LSD dans ce combo. Le mieux, je dirais que ça reste le 1P-LSD et le 1CP-LSD. Je pense que je crois que d'après les témoignages sur Internet qui sont disponibles, c'est ceux qui ressemblent plus au LSD. Euh, Après, il y a aussi possibilité, par exemple, on pourrait remplacer le LSD par de la mescaline, je dirais, parce que la mescaline, je précise mescaline, pas cactus à mescaline, parce que dedans, Des il me semble qu'il y a IMAO, c'est ça, des des alcaloïdes IMAO. IMAO,
ouais, c'est ça. Voilà. Et donc avec les empatogènes, ouais, c'est mortel. Donc, euh, donc vraiment de la mescaline pure. C'est un psychédélique qui est très, très profond et qui a une durée assez longue. Je crois que ça dure 15 heures, il me semble, la mescaline. 12-15 heures. Et donc, ça pourrait venir remplacer aussi le LSD. Après, on a aussi un autre lysergie qui est, là, ça va être l'inverse de la LLAD. Ça veut dire que ça va être, ça s'appelle LETLAD, ETH-LAD. C'est une molécule qui est pas très disponible, qui est pas très vendue, mais qui apparemment est intéressante parce que ce serait un LSD qui serait plus introspectif, un peu plus sombre, mais qui aurait un plateau plus chaleureux, d'après ce que j'ai lu sur Je vais en Blue Light. profiter pour parler de l'ETLAD, parce que je pense que je l'ai testé à une ou deux reprises. L'ETLAD, j'ai l'impression que c'est une version plus sérieuse de l'LSD, qui est un petit peu plus dans l'analytique, dans ça a un côté plus sérieux, tu vois. Je pense que, je sais pas, par exemple, un chercheur, par exemple, dans les années, je pense, 60-70, ils avaient donné de l'LSD aux chercheurs qui bloquaient depuis 3 mois sur leur travail. D'ailleurs, la structure hélicoïdale de l'ADN, elle a été trouvée sous l'effet de l'LSD. Et, euh, et l'ETLAD, ouais, je pense le fait que ce soit une molécule un peu plus sérieuse que le LSD et tout, je pense qu'elle peut avoir un réel intérêt. Après, est-ce que je sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur les psychédéliques, Bah, tu sur sais la quoi, composante? on passe aux empathogènes, je présente tout ça et puis tu donnes ton avis. Moi, j'ai peut-être un dernier truc à dire. Vas-y, vas-y. Je pense que un haliflip aux champignons, c'est pas idéal, par exemple, parce que le psyché est trop court en fait. Ça va pas. Enfin, je crois que enfin, les champignons, en gros, ça dure 6-7 heures. Et c'est trop court pour explorer vraiment pleinement le combo. Voilà. Voilà, en vrai, je pense, je suis d'accord avec toi parce que, par exemple, tu as cité la mescaline. Je pense que ça serait possible de faire un Ali flip avec du 2CE, par exemple. Toi, cette combinaison te rend très curieux et tu as eu envie de l'appeler le Elias Flip. Et je pense que doit y avoir aussi d'autres phénéthylamines longues qui peuvent être intéressantes. Peut-être le 2CP, le 2CI, c'est juste des théories. Je n'ai jamais testé et potentiellement ces combinaisons peuvent être dangereuses. Je ne les connais pas en particulier. Théoriquement non, mais voilà. Et comme tu as dit, ouais, je pense que les champignons n'ont pas forcément la bonne longueur. Autant un hippie flip, ça veut dire champignon en pathogène, ça peut être très intéressant. Autant le mélange de tryptamine, c'est-à-dire la famille des champignons et les phénéthylamines, ça a l'air très intéressant. J'ai lu beaucoup de trucs bien dessus. Je ne l'ai pas énormément testé personnellement. Après, il faut faire attention aussi parce qu'il y a des tryptamines, du coup, famille du champignon, je me répète un peu, qui peuvent avoir une action sérotoninergique risquée. C'est-à-dire le 4-HO-MET, il peut être risqué à mélanger à un empathogène ou n'importe quelle molécule qui aurait une action particulière sur la sérotonine. Et du coup, vu qu'on parle des empathogènes, es-tu prêt pour que l'on passe aux empathogènes? Yes. C'est parti. Alors, je vais vous mettre à l'écran les trois empathogènes desquels on va parler. MDMA, 6-APB, 5-MAPB. Et du coup, voilà, le 5-MAPB a aussi une autre version qui est le 5-APB qui est très proche. Et le 6-APB a aussi une autre version qui est le 6-MAPB qui est très proche. Et voilà, la MDMA, il y a aussi la MDA qui est proche. Au final, si vous voulez comprendre, le 5-MAPB tendrait plus vers la MDMA et le 6-APB tendrait plus vers la MDA. Le M en plus, c'est le M qui change MDMA de MDA, voilà, pour la petite information funky. Mais ces trois molécules, on va dire que c'est les empathogènes les plus utilisés, en tout cas actuellement, si je ne m'abuse. Et la MDMA, c'est le truc classique. Après, il faut faire attention à la MDMA parce que vu que c'est un produit du marché noir concrètement aux autres qui sont plus sur le marché gris,
faut faire très attention à ce qu'on a, voire même faire analyser ces produits. Parce que si la MDMA, ou même sous forme de TAS ou quoi, elle est coupée au speed ou à d'autres molécules, ça peut parfois être dangereux en combinaison. Et voilà, et vous avez envie de vivre et de pas finir à l'hôpital. Du coup, c'est cette petite, ce petit attention que je précise. Et, et je pense que actuellement les trois molécules, déjà ce qui les différencie, c'est le timing. La MDMA va durer 3 4 heures, le 5-MAPB va durer 5 à 6 heures et le 6-APB lui va durer 7 à 8 heures. Du coup, on a trois timings différents. La MDMA, elle est pas mal, elle est bien stimulante quand même. Elle est quand même bien stimulante, en tout cas comparée aux autres. Hein. Je suis pas en train de la comparer à la MET ou je ne sais quoi. Et elle est bien stimulante et sa durée d'action elle est quand même assez courte. Du coup, je trouve que c'est assez tricky. Je pense que c'est pas l'idéal. Il y a pas mal de thérapies sur la MDMA. Je pense qu'elles sont très intéressantes. Je pense juste que ce n'est pas l'empathogène idéal parce que le 5-MAPB par exemple, juste le fait qu'il ait 2 heures de plus et c'est énorme 2 heures sur un truc aussi court. Bah, en plus, ça a un effet très sédatif. Le 5-MAPB, c'est vraiment un trip où tu as envie de t'allonger dans ton lit, d'être là, d'écouter la musique, de fondre. Moi, je me rappelle, 5-MAPB, première fois que j'en avais pris, j'avais mon petit chien et je lui faisais un câlin et tout était hyper doux, hyper poussé vers l'introspection. Alors que la MDMA, il y a des gens, même s'ils sont tout seuls, ils vont avoir tellement envie de communiquer, de sociabiliser, qu'ils vont finir sur leur téléphone à communiquer. Et le 6-APB, on va dire en termes de stimulation, c'est un entre-deux, pas aussi stimulant que la MDMA, pas aussi sédatif que le 5-MAPB. Et je pense que le fait qu'il ait une très longue durée, c'est intéressant. Après, il a un petit peu plus de stimulation résiduelle que les autres. C'est-à-dire, il y a quelques heures où vous avez du mal à vous endormir et vous êtes un peu éveillé sans le vouloir après que l'effet soit fini. Mais dans le cas d'un Aliflip où après on va rajouter du 2CB par exemple à la fin, il n'y a pas vraiment de souci. Vu qu'on est tout, on peut pas dormir, mais on a toujours un effet. On est toujours dans le trip. Du coup, il n'y a pas forcément ce souci. Et voilà, du coup, on a parlé des trois molécules. Après, les dosages, faut savoir que ça dépend du poids. J'ai fait toute une vidéo je l'ai appelé empathogène plutôt que psychédélique quand je parle de l'aspect thérapeutique. J'ai aussi une vidéo où je dis d'autres alternatives à la MDMA où je parle de ça. Et je pense qu'en termes de dosage, la MDMA basique, c'est un truc qui doit se doser entre, je sais pas, on va dire les grandes limites, 1 à 2 mg par poids de corps. Le 5-MAPB, c'est à peu près 50-60% de ça. En tout cas, voilà, l'hydrochloride. Après, en général, les gens, ce qu'ils consomment et ce qui est sur le marché gris, c'est du fumarate qui a 80% de la puissance de l'hydrochloride. Et le 6-APB, il faut savoir, comme tu l'as dit plus tôt, les doses qui sont sur Psychonaut Wiki, c'est les doses de l'hydrochloride, alors que ce qui, on va dire, existe, c'est surtout du succinate. Après, faire attention, parce qu'il y a aussi... il y a aussi moyen de tomber sur l'hydrochloride et tu doses un truc comme un autre, ça peut être vraiment problématique parce que le succinate, c'est 60% de la puissance de l'hydrochloride. C'est-à-dire, moi, à l'époque, je devais faire 80-85 kilos. Le 6-APB succinate, je pouvais monter jusqu'à 160 mg, on va dire, sans être vraiment dans l'excès. C'est-à-dire, ça restait quand même assez raisonnable. Alors que 160 mg de l'hydrochloride, je pense que ça peut vraiment être problématique. Je pense que c'est pas mortel, mais bon, ça peut être problématique. Et, euh, et voilà, je pense qu'on a un petit peu parlé des trois substances, on va dire en termes unitaires. Et en termes de combinaison avec les autres molécules, bah, on peut se dire que par exemple la LAD qui dure moins longtemps irait peut-être mieux avec la MDMA, l'INCP LSD qui dure le plus longtemps irait peut-être mieux avec le 6-APB, mais au final on peut tout adapter avec les timings. À vous la main. Ouais, bah, je dirais que personnellement, moi j'ai pas testé le 5-MAPB, mais si je peux donner un peu une comparaison 6-APB MDMA tout seul, bah déjà la MDMA c'est quand même très court, hein, ça dure 3h30, 4 heures on va dire, alors que le 6-APB va plutôt durer, ouais, moi, il m'avait bien duré 8 heures, et à partir de 5 heures après l'ingestion, le 6-APB devient plus psychédélique et on a moins l'effet
MDMesque, si on peut dire. Donc voilà. Et le 6-APB, comme on disait tout à l'heure, est très dansant et il est moins forcé. Enfin, moi, je trouve qu'on a une meilleure intégration des barrières qu'on a pu briser sous 6-APB que sous MDMA. Ça veut dire, par exemple, je sais pas si on s'est laissé aller et qu'on a dansé devant des gens sous 6-APB, bah, l'intégration derrière va être plus efficace. On va avoir moins de mal à danser devant des gens que quand on a pris la MDMA. Enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Euh, Après, ouais, je trouve qu'il est moins speed aussi. Le 6-APB, il tape pas mal sur le cardio, mais au final, quasiment autant que la MDMA, je dirais, franchement, à dose équivalente, les deux tapent à peu près pareil sur le cardio. Et au niveau des combos, moi, je pense que le 6-APB et la MDMA mélangés peuvent donner un truc très intéressant. Par exemple, si on parle dans un Nexus Flip, je pense qu'il faudrait prendre par exemple une majorité de 6-APB. Ça veut dire, on prendrait par exemple, je sais pas, entre 90 et 110 mg de 6-APB succinate. Après, vers H plus 3h30 ou 4h, on pourrait drop une légère dose de MDMA, par exemple. On pourrait penser à entre 30 et 50 mg, je dirais, ça dépend un peu de votre poids, tout ça, et de ce que vous recherchez. Et donc, quand on fait ça, ça peut permettre de prolonger le plateau du 6-APB, le côté empathogène. Je pense que ça peut vraiment permettre d'allonger les effets et d'avoir un gros plateau empathogène qui dure 6h30, voire peut-être même 7h au lieu de 5 grâce à la MDMA. Et ensuite, on pourrait par exemple prendre le 2CB à H plus 5, H plus 6 pour rattraper la descente du 6-APB et de la MDMA mélangée. Mais de ce que tu m'avais dit, la synergie MDMA 6-APB est très très puissante. Donc les gars, faites gaffe, c'est archi fort. C'est ça, parce que là, on a l'impression que quand on parle de 30 mg de MDMA, on se dit, mais c'est quoi cette poussière? Mais vraiment, 30 mg de MDMA pris par-dessus une dose basique de 6-APB, ça catapulte réellement. Et comme tu as dit, au final, c'est en plus de vraiment continuer l'effet empathogène, ça va même un peu le booster. Parce que autant le 2CB, on peut dire qu'il continue l'effet empathogène, c'est juste, on va dire, l'effet empathogène va légèrement baisser. On n'est pas là où on est en descente, on n'est pas bien et tout. L'effet empathogène va légèrement baisser, s'adoucir, etc. Alors que s'il y a une pointe de MDMA dans le truc, qui n'est pas forcément nécessaire, je pense que c'est vraiment situationnel, ça peut permettre de limite même booster un peu l'effet empathogène et le garder, on va dire, au pic. De garder un pic empathogène plus long, comme tu l'as dit, un pic empathogène qui durerait peut-être 7h, 7h30 au lieu de 5h, 5h30. Et, euh, et voilà, et le 2CB, après, les timings que tu as dit, ils sont bons. Ils pourraient même être pris en même temps que la MDMA ou un peu plus tard, etc. Et je pense que c'est intéressant. Après, il faut quand même faire attention avec tout ce qu'on consomme et voilà, et faire des recherches, s'enseigner, avoir de l'expérience derrière. Et comme tu as dit, le 6-APB devient psychédélique à peu près à la moitié de l'expérience. Et étonnamment, c'est aussi le cas du 5-méomypte, du coup, MOXIL, molécule de... D'ailleurs, j'ai bientôt envie de faire une vidéo dessus parce qu'on l'appelle la MDMA des champignons. C'est une tryptamine qui n'a pas de libération de sérotonine, mais l'effet est quand même un peu proche de la MDMA, comme le serait le 2CB-Fly. On est dans du psychédélique un peu en pathogène aux sensations physiques. Et à la moitié de l'expérience, ça devient un petit peu psychédélique. Je trouve ces molécules très intéressantes. Après, voilà, avec 5-méomypte, attention, la molécule, elle joue quand même sur l'inhibition de la monoamine oxydase, c'est un IMAO. Et du coup, faut éviter la combinaison avec les empathogènes ou rester vraiment sur des dosages très légers en se renseignant, etc. Parce que c'est un truc
potentiellement dangereux. Et oui, autant j'ai dit que le 5 MAPB c'était très bien pour l'introspection et s'allonger, être en mode cocooning, autant le 6 APB c'est très dansant. Et comme tu as dit, bah, la MDMA, vu que ça dure pas beaucoup, si on danse à fond sous MDMA, on se lâche, on devient sociable, l'effet va descendre tellement vite que dans la tête, on va vraiment dire, ah, la MDMA m'a fait faire ça. Alors qu'avec le 6 APB, on va plus se dire, putain, j'ai pu faire ça. Et on a encore un petit peu les effets pour intégrer ce qui s'est passé. Du coup, là, je pense qu'on a fait un petit peu le tour des empathogènes et des lysergiques. Du coup, je vais laisser un petit graphique là devant vous qui a été fait par Andrés Gomez Emilson qui parle des doses de MDMA et des doses de LSD. Voilà, du coup, bon, après, c'est proportionnel par rapport au poids. Je sais pas, le graphique a été fait pour quelqu'un de quel poids. Mais du coup, on voit bien ici sur le graphique qu'on peut rentrer dans un état de candy flip à des doses très légères, des 50, 60 microgrammes de LSD. Et après, il faut que la dose de MDMA soit proportionnelle, mais on peut vraiment commencer ça à des doses de MDMA qui semblent ridicules, de 40, 50 milligrammes, parce que dans la combinaison, ça va servir. Alors que tout seul, vraiment 40 milligrammes de MDMA pris comme ça tout seul, je pense que c'est complètement inutile. Il faut savoir que la dose idéale qui a été testée par MAPS à l'usage thérapeutique, les doses idéales sont entre 80 et 100 milligrammes. Voilà, après encore une fois, ça dépend du poids. Et on voit aussi dans le graphique d'Andrés Gomez Emilson que la MDMA peut être prise, on va dire, à une dose un peu plus moyenne, aux alentours de 100-120 mg. Surtout, on va dire, un dosage de LSD qui est moyen, de 100 microgrammes. Mais si à peu près, après on commence à se rapprocher de 130, 140, 150 microgrammes, faut plutôt baisser la MDMA pour que l'expérience elle soit un petit peu complète. Vous voyez, il y a écrit dans la zone comment il l'appelle. Voilà, j'ai pas forcément le truc devant moi, je vais le rajouter au montage. Et après, il y a une autre zone dans le graphique qui est en haut à droite où c'est des doses de LSD plutôt fortes, à partir de 150 microgrammes jusqu'à 200 et plus, où du coup, dans ce moment, à partir de ces doses un peu élevées, on recherche autre chose, c'est plus un petit peu les expériences, on va dire les expériences de transcendance, de mort de l'ego, d'extase, d'ultime. On n'est pas forcément dans quelque chose qui aurait un potentiel thérapeutique ou même un usage récréatif, etc. On est plus dans quelque chose de transcendant et qui du coup est un peu plus risqué. Et dans ce cas-là, vu que la dose de LSD est plus élevée, la dose de MDMA doit aussi être plus élevée à 100, 112 milligrammes, pardon, et plus de MDMA. Et voilà, après vous pouvez imaginer que c'est possible de faire ça avec le 5 MAPB, le 6 APB, en adaptant les doses, en adaptant les timings, parce que autant la MDMA sur le LSD, on va dire un dosage moyen, genre 100 microgrammes, 100 milligrammes de MDMA, la MDMA, l'idéal c'est à peu près H plus 4. Après, ça varie, hein. J'ai un proche pour qui les psychédéliques ils montent assez rapidement et pour qui les empathogènes ça prend beaucoup de temps à monter, du coup peut-être l'adapter à soi. Et autant sur les doses plus légères de par exemple 50 microgrammes de LSD, 50 milligrammes de MDMA, vaut peut-être mieux rapprocher les timings et prendre la MDMA 1 à 2 heures après le LSD. Voilà, il y a tout un article que j'ai fait sur Frédéric Michael Fischer qui en parle et il y a sa vidéo en anglais qui est disponible par rapport à ça. Et du coup, voilà, faut savoir qu'il y a plein de manières d'adapter juste cette partie du Ali Flip. Et du coup, Elias, si ça te va, maintenant, on va passer au 2CB, aux autres molécules. T'as quelque chose à rajouter ou on peut passer à la suite? Je réfléchis, mais je pense que ouais. Après, euh, je dirais que pour les empathogènes longs, c'est intéressant de drop entre 1 heure et demie et 2 heures après le drop de LSD. La MDMA, je pense que 3 à 4 heures après le LSD, c'est pas mal comme timing. Et on peut aussi rajouter, par exemple, moi, c'est ce que j'ai fait, faire un drop progressif sur 30 minutes ou 3 quarts d'heure, 1 heure. Enfin, ça dépend ce que vous voulez faire. Mais moi, 30 minutes, j'ai trouvé que c'était quelque chose de bien. Je dirais qu'on peut aller jusqu'à 3 quarts d'heure.
Ça m'a permis une montée vraiment très synergique entre les deux molécules. Et ouais, un drop progressif, ben forcément, ça va allonger. En fait, drop progressif, ça va allonger euh, la durée de l'effet de la molécule euh, de la durée sur laquelle vous l'avez prise. Par exemple, si vous faites un drop progressif sur 30 minutes, ben, l'effet du 6-APB va durer 30 minutes de plus. Voilà. Et Et ça, donc, ça peut être intéressant et, de faire comme ça. Et ça permet d'avoir un effet aussi plus progressif, parce que des fois, quand les effets montent d'un coup, on peut être un peu surpris, dérangé, parfois aussi avoir la nausée, des trucs comme ça. Et du coup, comme tu as dit, 1h30, 2h30 après, c'est parfait. Le 6 APB, je pense qu'il pourrait même être pris plus tôt, en tout cas, dans le cadre d'un Ali-Flip, où après, il y a encore le 2CP qui va pousser les effets en pathogène. Du coup, je pense que le 6 APB pourrait même être pris dans certains cas une demi-heure à 1 heure après le LSD, c'est peut-être pas forcément l'idéal. Et le 5 MAPB, là, il fait quand même 2 heures de moins que le 6 APB. Du coup, je pense que même dans certaines situations, jusqu'à H plus 2,30, H plus 3, ça peut être possible. Tout dépend encore une fois du dosage. Il faut savoir que le dosage, ça peut être une grande variable. Par exemple, un exemple que je peux vous donner, une fois, j'avais fait un Ali Flip avec juste 40 mg de 5 MAPB, ce qui est vraiment pas grand-chose pour moi qui suis quand même assez volumineux, assez massif. Et autant l'effet en pathogène en lui-même n'était pas très prononcé, autant ça a bien adouci l'LSD et ça a bien boosté, adouci le 2CB après. Autant il y a d'autres expériences où la dose d'empathogène, on va dire c'était le double de ça par exemple, où l'empathogène était assez fortement dosé, où l'effet en pathogène est très fort, très prononcé, il booste le reste. Et voilà. Et au final, il y a tellement à naviguer avec les doses que ça reste du ressenti personnel, de l'exploration, de la recherche. Et autant le fractionnement des doses, par exemple sur le LSD, le fractionnement des doses, c'est pour avoir une montée qui peut être moins angoissante. Du coup, moi, il y a quelque chose, on va dire que il y a la fraction classique comme tu as fait, prendre la moitié de la dose, une demi-heure après la moitié de la dose. Je dirais qu'avec le LSD, on a jusqu'à 1 heure pour redoser sans qu'il y ait, on va dire, de tolérance qui se crée. Et je dirais on a quand même jusqu'à 2 heures pour redoser, mais avec une petite tolérance qui va se créer. Du coup, c'est pas forcément l'idéal. Mais moi, quelque chose que j'aime bien, on va dire, pour les doses moyennes, c'est le démarrage américain, où par exemple, quelqu'un qui prendrait 200 microgrammes, il prendrait 50 microgrammes, et puis 30-40 minutes après, il prendrait 150 microgrammes. Comme ça, il a une demi-heure où il a 50 microgrammes et où il se dit, ah, ok, c'est ça qui arrive. Il se remet dans le mindset, et il laisse un peu ses mécanismes. Tu vois, comme quand on fait du vélo, on n'oublie jamais. Et après, les effets montent et il sait déjà à quoi s'attendre. Et pour des dosages un peu plus hauts, ça serait démarrage américain arrangé, amorcé, où la personne prendrait peut-être 50 microgrammes, une demi-heure après 150 microgrammes, et puis une demi-heure après encore 50 microgrammes, par exemple atteindre une haute dose de 250, ou pareil, au début, même mécanisme, pour que ça monte doucement, on rentre dedans, et puis que ça monte d'un coup, et puis après, quand ça monte vite, bah, à la place d'avoir, si la personne prendrait 200 d'un coup, ça pourrait être tellement fort que ça fait flipper. Alors que là, on a une demi-heure où ça monte vite, on est quand même en mode waouh, c'est violent, mais ça va, on s'habitue en une demi-heure et puis ça remonte. Du coup, on est peut-être un peu à sa limite de ce qu'on peut gérer, mais je pense que ça peut être intéressant comme timing. Et par rapport à l'empathogène, je dirais de pas non plus trop étaler les timings. Le 6 APB, vraiment, c'est pas intéressant à redoser. La molécule est tellement longue, ça ferait de la stimulation résiduelle. Du coup, vraiment, je dirais qu'on a une demi-heure pour consommer tout le truc. Pour moi, l'idéal, c'est de consommer, on va dire, la majorité du truc d'un coup et puis sur une demi-heure de sip le reste petit à petit. Le 5 MAPB, je dirais que vu qu'il est quand même plus long, je dirais qu'on a quand même une petite heure pour redoser. On pourrait prendre, je sais pas, imaginons quelqu'un qui prend 60 mg, il pourrait prendre 30, puis 30 mg, et puis une demi-heure après, sur une demi-heure, les 30 autres milligrammes, il prend 1 mg par minute. Enfin voilà. Et pour la MDMA,
Je pense qu'en tout cas, dans le cas du Ali Flip, limite, c'est intéressant de redoser la MDMA quand on prend le 2CB. Parce que le 2CB, on peut le prendre 2 heures après la MDMA ou 2h30. Et redoser la MDMA, au final, la plupart du temps, ça se fait 1h30 après la première dose MDMA. Mais traîner un peu jusqu'à 2 heures, 2h30, ça passe très bien. Du coup, la MDMA, moi, je pense, il n'y a pas forcément besoin de le prendre progressif. Ou peut-être, hein, si des gens ils poussent un peu la dose à 120, 140 mg. Peut-être la prendre, tu vois, sur une petite bouteille d'eau et boire la moitié d'un coup et puis boire l'autre moitié sur une demi-heure. Et pour la redose, je dirais vraiment entre vraiment 10, hein, parce que même 10 ça peut faire l'effet parce que ça va booster le 2CB. Je dirais entre 10 et vraiment maximum 50 mg une fois qu'on prend le 2CB. C'est bon, on passe au 2CB, chef? Bah, moi, tout à l'heure, j'avais pas parlé vraiment du bénéfice à prendre le LSD sur un drop différé, mais je voulais juste vous dire que c'est vraiment super. Genre, ça n'a rien à voir avec une montée d'un coup de LSD, même quand il y a juste 30 minutes entre, par exemple, moi j'avais fait 100 microgrammes, puis 30 minutes après 100 microgrammes, ça change tout et c'est beaucoup plus agréable. Du coup, je vous invite vraiment à faire ça. Si vous cherchez des montées plus progressives, c'est nickel. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis très fan des montées progressives. Genre, je trouve que souvent les gens qui battent très, bah, c'est à la montée. Et une fois que le bad est enclenché, surtout dans une montée très rapide où tout part en couille et on réagit très vite, etc., c'est possible d'avoir une expérience où il y a un bad long qui aurait pu être évité juste avec une montée progressive en prenant la même dose ou même plus, hein. Je pense que pour un débutant, 50 microgrammes d'un coup, ça peut être plus dur à gérer que 30 microgrammes plus 30 microgrammes, alors qu'on est sur un truc plus élevé au final. On passe maintenant au 2CB. Alors devant vous, je vais vous mettre les trois molécules que j'ai eu l'occasion de tester qui sont proches du 2CB. Je pense qu'il y en a d'autres. Je pense par exemple au 2CD qui pourrait avoir sa place ici. Du coup, on a le 2CB, le classique. Puis à côté, il y a le 2CC, qui est une sorte de 2CB, on va dire en version un peu plus stone, endormante. Les effets restent assez proches, mais un est endormant, sédatif, l'autre est plutôt stimulant. Ils ont des durées assez proches. Voilà, j'ai toute une vidéo sur le 2CC et j'ai aussi une vidéo sur le 2CB Fly qui lui ressemble quand même au 2CB en ayant ses différences. C'est la molécule préférée d'Anchelgin, mais étonnamment, sur Internet, la majorité des gens sont pas forcément fans. Moi, j'adore le 2CB Fly, mais la plupart sont pas fans et je dirais qu'il a des effets assez proches du 2CB. Je dirais quand même un peu moins fort, peut-être plus visuel, mais il a une durée beaucoup plus longue. C'est-à-dire autant 2CB, 2CD, 2CB, 2CC, on a vraiment un effet présent fort de pic qui va durer 3 heures à peu près autant que la MDMA. Même si après l'effet entier, il peut quand même durer jusqu'à 6 heures à même 8 heures. Mais le 2CB Fly, on est sur un effet de pic fort qui peut durer 6 heures et un effet total qui peut facilement durer une dizaine d'heures. Alors déjà, je tiens à préciser que le 2CB-Fly est suspecté d'être un inhibiteur de la monoaminoxydase MAOI et du coup, théoriquement, ça serait dangereux de mélanger à un pathogène. Après, dans mes expériences personnelles, des expériences de gens avec qui j'ai parlé personnellement et de ce que j'ai vu sur Internet, personne ne semble parler d'une interaction problématique entre empathogène et 2CB-Fly, mais je tenais à préciser que ça pouvait être dangereux, en tout cas dans la théorie. Alors pour comparer ces trois molécules, je dirais que la différence entre 2CB et 2CC, on est juste sur est-ce que vous voulez quelque chose qui stimule ou vous voulez quelque chose qui détend, qui sédate, qui donne envie de s'allonger, de fermer les yeux et de regarder les visuels. Et avec le 2CB Fly, là on est dans autre chose. On est dans quelque chose qui va être plus long. Et du coup, le timing du dosage, on voit que le 2CB Fly comparé aux autres, il prend plus de temps à monter, à s'installer. C'est-à-dire l'onset dure plus longtemps, c'est-à-dire le temps avant de sentir les effets, le come-up, le temps avant d'atteindre le plateau, etc. Et du coup, autant le 2CB, par exemple, faudrait le prendre, je dirais, 2 heures, 2 heures et demie après la MDMA, ou par exemple 4 heures après le 6-APB, ou même 5 heures. Autant de CB Fly, on pourrait le prendre 2 heures après le 6-APB. Mais au final, ça serait pas la même chose qu'on recherche.
vu qu'avec le 2CB Fly, il dure longtemps, on aurait deux choix. Soit le doser un peu comme le 2CB, le timer plutôt un peu comme le 2CB pour une expérience, on va dire, uniforme mais très longue. Soit on pourrait le timer plutôt pour qu'il y ait un pic d'effets psychédélico-empathogènes, on va dire 1 heure à 2 heures dans le candy flip, quand on a atteint le plateau en pathogène, et pour avoir une expérience qui peut être vraiment forte, et du coup une expérience de pic, une expérience de samadhi, un +4 à l'échelle de Shulgin, quelque chose de complètement transcendant. Voilà, et du coup, dans les molécules qu'on a citées, autant le 2CB flash, je pense qu'il n'y a pas d'intérêt à le redoser vu qu'il a quand même une durée longue, autant le 2CB, je pense, ou le 2CC, c'est un truc qui pourrait se redoser, c'est-à-dire un Aliflip classique, j'irais 100 microgrammes d'LSD, 100 mg de MDMA, et puis 10 mg de 2CB, on va dire 2 heures et demie après la MDMA. Bah, 3 heures et demie après la MDMA, 1 heure après, on pourrait redoser facilement 5 à 10 mg de 2CB pour avoir un truc plus long, plus profond, etc. Du coup, je pense que j'ai un petit peu donné mon avis là-dessus. Du coup, je te passe la main, Elias. Ouais, alors moi je pense que les timings que tu as donnés sont bons. Le 2CD Fly, peut-être le mettre plus par exemple, pour avoir une expérience de samadhi, de un +4, etc. Peut-être le mettre un tout petit peu plus tard, à 3 heures au lieu de 2 heures ou 2 heures et demie. Je sais pas, je pose ça là. Après, moi, dans mon expérience, dans mon Ali Flip que j'ai raconté, je trouve que bah là j'avais fini de drop le 2CB, j'avais fait drop progressif, j'avais fini de drop le 2CB 7 heures et demie après le début du trip. Et pour moi, c'était un peu trop long. En fait, à la fin, il y avait toujours les effets, mais enfin c'était trop long, mais pas assez fort en fait. Et du coup, moi, je pense que après, ça dépend ce que vous recherchez vraiment dans le Half Flip, mais je dirais que il faut pas dépasser, je dirais 6 heures et demie pour drop le 2CB, enfin drop la troisième composante du trip. Après même, mais 6 heures et demie pour du 2CB fly, je pense que c'est trop tard aussi. Mais 6 heures et demie pour le 2CB, ça peut être un bon timing. Mais voilà, selon moi, c'est la limite à pas dépasser parce qu'après, vous avez une expérience qui est longue, vous avez toujours les effets, mais pas cette puissance et vous pouvez plus vraiment plonger et ça devient un petit peu frustrant. Voilà. Parce que tu as dit, c'est parfait. Au final, ça dépend ce que les gens recherchent. Toi, par exemple, ce que tu as dit, tu l'as pris. Au final, tu as fini la dose de CB 7 heures et demie après l'LSD, qui au final était 5 heures et demie après la dernière prise de 6-APB. C'est vrai que c'est un peu tard. Je pense que 4 heures et demie après la prise de 6-APB, je dirais que c'est peut-être un maximum à pas dépasser, 4 heures et demie, 5 heures. Du coup, toi, dans ton expérience, tu aurais pu juste rendre le truc plus idéal en prenant la prise peut-être juste 1 heure avant, tu vois. Mais après, ça dépend vraiment de ce que les gens recherchent. Est-ce que vous recherchez une expérience de pic, d'intensité? Est-ce que vous recherchez quelque chose qui va être long et doux? Ça dépend. Moi, je dirais, si vous êtes débutant, ne vous focalisez pas sur l'intensité. Vaut mieux le gérer dans la longueur que dans l'intensité qui peut surprendre. Parce que des fois, on se fait vraiment avoir dans l'intensité. Je dirais qu'il faut au moins attendre d'avoir atteint le plateau de l'empathogène avant de prendre le 2CB, comme tu l'as dit. Parce que si ça arrive avant le plateau, ça peut être un petit peu déstabilisant. Mais après, au final, c'est vraiment ce que vous recherchez. Et au final, on se rend compte actuellement que dans le Haliflip, il y a un nombre infini de combinaisons avec différentes molécules, différents timings, différents dosages. Ça veut dire qu'on pourrait partir sur une expérience courte et intense où on prendrait par exemple du ALAD et puis par exemple 2 heures après le ALAD la MDMA et puis 1 heure et demie après la MDMA du 2CB et avoir une expérience qui serait condensée sur 8 heures, qui serait plutôt intense. Et on pourrait avoir au contraire une expérience très longue avec par exemple du 1CP LSD
pris en deux fois genre sur une demi-heure. Et puis 4 heures, 4 heures, ou non, non, on va dire par exemple 2 heures, 2 heures, 2 heures et demie après du 6 APB, on retarde bien la prise de 6 APB. Et puis après le 6 APB, on attend encore 4 5 heures pour prendre le 2CB Fly qui lui-même va durer une dizaine d'heures. Et du coup, on pourra avoir un trip très long et très doux qui pourrait durer 18 20 heures. Du coup, on a un choix immense. Et par exemple, en termes de ce qu'on recherche, ça veut dire autant le lysergique, je dirais qu'il n'y a pas forcément une différence de, de sédatifs stimulants. Ils ne sont pas forcément l'un plus stimulant sédatif que l'autre. En tout cas, les lysergiques que j'ai testés. Mais quelqu'un qui partirait sur 5 MAPB 2cc, il aurait un truc beaucoup plus doux et vraiment un trip où il veut juste être allongé dans son lit à regarder la lumière, l'obscurité et les visuels, que quelqu'un qui prendrait par exemple MDMA 2CB et qui aurait un truc où il veut, ou même si c'est APB ou quoi, et il aurait un truc où il va vouloir que danser, etc. Du coup, on a vraiment une infinité de variables dans ce mélange, et c'est vraiment en fonction de ce que chacun recherche et de plein de facteurs différents. Et après, on pourrait même faire encore plus pour apporter encore plus d'infinité dans la possibilité. Sur une des composantes du trip, on peut scinder en deux et faire par exemple moitié 6 APB, moitié 5 MAPB, ou par exemple moitié LSD, moitié LLAD, moitié 2CB, moitié 2CC. Après, je vous invite à le faire que sur une seule des composantes du trip, genre soit sur le psychédélique, soit sur l'empatogène, soit sur le petit psychédélique de fin qui vient pour parachuter le trip, etc. Parce que quand vous commencez à combiner plus de 3 4 substances, ça commence à faire vraiment beaucoup et c'est pas forcément très intéressant. Donc, ça peut se faire sur une des composantes du trip. Ça peut être sympa. En vrai, sur ce point-là, c'est vrai qu'il faut éviter de mélanger les molécules, mais quelqu'un qui serait bien renseigné et tout, je pense qu'au final, tu vois, quelqu'un qui prendrait par exemple un PLSD et puis qui redoserait une heure après avec de l'ALAD tu vois, pour avoir un truc plus court qui va mieux matcher, il n'y a pas de souci si après il fait 6 APB, 5 MAPB mélangés. Par exemple, dans le dernier Ali Flip 4 avec Max et Steffi, ils avaient mélangé 6 APB, 5 MAPB. Moi, j'aime beaucoup la combinaison. Il y a beaucoup de fans de ça sur le forum Blue Light, de cette combinaison. Et par exemple, pour la phénethylamine de fin, bah, quelqu'un qui prendrait du 2CB Fly et puis qui voudrait redoser au bout d'une heure ou deux, mais le 2CB Fly c'est long, ça se redose moins bien que le 2CB, bah, il pourrait redoser du 2CB ou du 2CC une heure, 2 heures après pour booster l'effet. Et quelqu'un qui, par exemple, aurait du 2CB et du 2CC pourrait prendre du 2CB et une heure et demie après, quand il veut redoser, il a envie d'un truc qui va plus le pousser vers l'introspection et un truc sédatif, il pourrait redoser du 2CC à la place de redoser du 2CB. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais comme le 2CB Fly est assez long, et si jamais on hésite un petit peu sur la dose de 2CB Fly, après le 2CB peut intervenir pour rééquilibrer le truc. Et bon, après, je pense qu'il faut bien penser toutes les doses bien avant le trip, hein, ça c'est important. Mais voilà, peut-être quelqu'un qui prendrait un petit peu la troisième molécule, je sais pas. Enfin, ça pourrait être une bonne idée pour avoir un trip plus handly, je sais pas comment dire, plus maniable, ouais. C'est ça, au final, c'est quelque chose qui est hyper personnalisable et peut-être dans une dizaine d'années, quand on sera dans un monde où les psychédéliques seront légalisés et toutes les molécules seront disponibles, on pourra vraiment perfectionner le truc au degré près. À tout moment, un jour, il y aura un comprimé où il y aura les trois molécules mélangées avec différentes enveloppes dans le comprimé pour que chaque molécule elle ait un timing où elle se libère dans l'estomac. On peut imaginer ça à l'avenir. Sinon, par rapport au trip en lui-même, j'évite à ne pas du tout mélanger à l'alcool. Voilà. Genre, je pense que c'est vraiment pas une bonne idée. Ça apporterait vraiment rien. Voilà. Je pense que il y a
tellement de risques que ça apporte quelque chose de négatif, c'est pas une bonne idée. Même si ça m'est déjà arrivé dans un Ali Flip durant toute l'expérience, je pense, de boire peut-être 50 centilitres de bière dans toute l'expérience. Et franchement, ça m'a rien apporté et ça m'a un peu piqué à la descente. Parce que voilà, c'est une sorte de mini gueule de bois hyper boostée par les psychédéliques. Et voilà, ça peut être très dangereux l'alcool. Le cannabis, moi avant, j'avais l'habitude de beaucoup mélanger ça. Actuellement, genre, je suis à un moment de ma vie où le cannabis, ça fait plus partie de ce que j'explore. Et je pense que c'est risqué dans ce genre de combinaison. La grande majeure partie des psychoses sous LSD, il y a la consommation de cannabis dans l'équation. La grande majeure partie des fois où les gens badent, etc., il y a du cannabis. Du coup, je dirais que quelqu'un qui n'a pas l'habitude de consommer du cannabis, ne pas y toucher du tout. Et potentiellement quelqu'un qui, on va dire quelqu'un qui fume tous les jours ou fréquemment, peut-être attendre la fin de l'expérience et fumer son bédo dodo, pas très chargé à la fin, pour peut-être un peu faire remonter l'effet et tout, mais c'est vraiment pas quelque chose que je suggère et qui peut être risqué. Et après, toutes les autres molécules, je pense qu'elles n'ont pas leur place ici, vu qu'on est déjà dans une combinaison de trois molécules différentes. Je pense que vraiment, il faut se limiter à ces trois molécules. Et en termes de supplémentation, il faut faire attention que les suppléments que vous prenez ne soient pas des IMAO. Et ça, il faut faire gaffe parce qu'il y a tellement de suppléments autour de nous. Par exemple, la rhodiola, elle joue sur les IMAO. Il y a plein de molécules qui peuvent avoir des effets. Il y a le pamplemousse blanc qui peut jouer sur le CIP2D6, CIP3 A4. Et ça peut être dangereux. Du coup, faites vraiment bien attention. Renseignez-vous sur ce que vous consommez. Même un truc anodin, une petite plante, du passiflore, ça peut faire un effet dangereux, un syndrome sérotoninergique. Du coup, voilà, je pense les suppléments qui peuvent être intéressants. Il y a le magnésium, ça évite de faire grincer les dents, ça détend. La vitamine C, souvent, ça rend le trip plus fluide et c'est un effet antioxydant. C'est bien avec la neurotoxicité et la cardiotoxicité que peuvent avoir les pathogènes. Même si au final, cette cardiotoxicité et neurotoxicité, c'est pas vraiment quelque chose qui est problématique tant qu'on reste dans des dosages et fréquences responsables. C'est plutôt un problème pour les gens qui abusent des doses et des fréquences. Après, pour la vasoconstriction, si vous avez ça, c'est-à-dire la vasoconstriction, c'est vos extrémités quand vous tripez, elles sont froides, vous sentez pas trop vos doigts, vous avez des grosses migraines. Un truc naturel qui peut aider, c'est manger de l'ail. Vraiment, manger quelques gousses d'ail avant un trip. Vous prenez quelques gousses d'ail, vous les coupez en morceaux, vous les avalez avec de l'eau. Ça prend 2 minutes et ça peut aider à pas avoir de la vasoconstriction. Il y a plein de suppléments qui peuvent le faire, mais il faut se renseigner sur ce qui peut être dangereux ou ce qui ne l'est pas. Il y a beaucoup de recherches dans tout ça. Faut bien s'hydrater durant une expérience et je pense que c'est nécessaire de toujours avoir un trip killer sur soi. Du coup, autant les trip killers de type antipsychotique, neuroleptique, certains n'ont pas les meilleures réactions, du coup, c'est pas ce que je privilégierais. Mais avoir quelque chose de type benzodiazépine sous la main, ça peut être intéressant pour redescendre. Franchement, pour ma personne, j'ai utilisé ça peut-être 2, 3 fois dans ma vie, dans des trips où j'avais mal géré, où j'étais au début de l'exploration. Mais ça fait de très longues années que je n'ai pas eu besoin d'une benzodiazépine pour stop un trip parce que j'arrive à, on va dire, gérer ça de manière responsable. Et sinon, à part ça, il y a une molécule, la cyproheptadine périactine, qui est utilisée, on va dire, en hôpital quand quelqu'un il a un syndrome sérotoninergique. Du coup, en soi, faut faire attention au syndrome sérotoninergique et pas s'approcher de ce syndrome sérotoninergique. Mais voilà, la cyproheptadine, ça reste quand même... en tout cas, moi, c'est un truc que je garde sous la main au cas où d'un syndrome sérotoninergique qui peut arriver. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose de très facultatif. Mais un benzo, je pense qu'un trip killer, quand on commence à rentrer dans des dosages un petit peu costauds, c'est vraiment intéressant à avoir sous la main. Qu'est-ce que tu en penses, Elias? Ouais, je suis tout à fait d'accord. Je dirais même que c'est obligatoire en vrai d'avoir un trip killer pour des trips comme ça, parce que vraiment, si jamais vous devez avoir un bad, bah ça va piquer. Bon après, normalement, le combo est réfléchi pour que même s'il y a des phases un peu badantes, etc., normalement, ça devrait pas vous poser de problème avec l'empathogène et le 2CB ou le 2CB Fly ou le 2CC à la fin qui prolonge l'effet de l'empathogène. Par exemple, moi, je sais que dans mon dernier Aliflip, j'ai eu des phases un peu
un peu sombre, un peu, ouais, je commençais à bader un petit peu, à avoir les visuels qui faisaient peur, tout ça. Mais au final, c'est ça. J'ai quand même réussi à bien gérer le trip grâce, ouais, grâce à la combinaison qui était tellement une belle synergie en fait que ça te remet dans le droit chemin dès que tu pars un petit peu. Et, euh, et puis voilà, après, je pense quand même que c'est nécessaire d'avoir un trip killer sous la main. C'est ça, je suis grave d'accord avec toi parce que en vrai, un trip killer, on ne sait jamais quand est-ce qu'on peut en avoir besoin. Des fois, il y a des trips, on a besoin de gérer des choses. Il y a, je sais pas, un truc urgent à gérer, ça arrive. Après, en général, faut, quand vous tripez surtout à des vraies doses, faut être en mode avion, pas joignable. De préférence, faut avoir un trip sitter ou même si vous n'avez pas de trip sitter, par exemple Eliacide, bah, il était chez lui, ses parents étaient au courant qu'il tripait, ses parents avaient des benzos sous la main. Et voilà, et au final, même si il a quasiment pas interagi avec eux, s'il y avait un problème, ils étaient là pour le gérer. Et ça, je pense que c'est important, surtout dans les trips un peu forts et si on n'a pas d'expérience. C'est-à-dire, je suis pas contre les expériences solitaires, mais avoir vraiment juste quelqu'un sous la main, limite un voisin avec qui vous êtes un peu pote, lui dire si jamais je vais mal ou quoi. Je sais que tout le monde n'a pas l'occasion d'avoir un trip sitter, mais ça peut toujours être bien, quoi. Parce qu'après, quelqu'un qui n'est pas là physiquement, c'est compliqué. C'est-à-dire, j'ai déjà des proches qui m'ont appelé pendant qu'ils étaient en train de bader. J'ai pu un peu les rassurer. D'ailleurs, un truc amusant, c'est un pote à moi. Il est en plein trip, en plein trip, je pense que sa grand-mère, elle l'a appelé, il a répondu. Sa grand-mère, elle avait un bug, son répondeur, il redisait ce que lui, il disait. C'était juste un bug du répondeur, mais lui, il était convaincu de devenir fou et de s'entendre en double au téléphone. Et je l'ai rassuré, mais c'est pas forcément efficace de rassurer quelqu'un au téléphone. Sur le Discord, de temps en temps, il y a des gens qui débarquent sur le Discord en train de bader et dire qu'ils vont pas bien. Bon, il y a des gens qui les rassurent, des fois moi aussi je les rassure, mais c'est pas très efficace quelqu'un qui n'est pas là physiquement. Et les choses, en général, elles peuvent aller en bad trip, surtout si on fait l'erreur de prendre du cannabis. Parce que vraiment avec le cannabis, des fois vraiment avec des doses légères, hein, vraiment des doses minimes de psychédéliques, tu rajoutes du cannabis, les choses peuvent partir en cacahuète, pour ne pas dire testicules. Et après aussi pour éviter les bads, tout ça, je vous conseille de lire l'expérience psychédélique, le manuel qui a été fait par Timothy Leary, qui était un psychothérapeute des années 60, qui a écrit ça avec ses collègues, comme je disais dans mon trip report. Et vraiment, c'est un guide, moi, qui m'a énormément aidé. Surtout, par exemple, pour comprendre un petit peu, il explique toutes les visions auxquelles on est confronté en trip psychédélique. Voilà, il dit attendez-vous à telle ou telle vision. Je n'ai pas très envie de vous spoiler. Je préfère que vous alliez lire le manuel par vous-même. Mais voilà, dites-vous que c'est aussi un très très bon guide pour ne pas bader et réussir en fait à comprendre qu'est-ce qui se passe en trip, comprendre ce à quoi on est confronté pour tout simplement être préparé mentalement, voilà, et ne pas avoir peur de ce qui peut surgir. En plus, j'ai fait toute une vidéo sur l'expérience psychédélique. Du coup, il y aura le lien dans la description. Et j'ai aussi mis le livre en PDF en français pour ceux qui veulent le lire. Il est en accès. Et bientôt, il y a un article que je vais publier sur Chemical Collective. Je l'ai déjà écrit, il va être publié dans pas très longtemps, dans lequel je parle de l'expérience psychédélique et de chaque composante de ce livre. Et je pense vraiment que c'est une Bible incroyable pour l'expérience psychédélique. Et j'aurais vraiment aimé croiser Timothée Leary de mon vivant pour lui parler de cette combinaison du Ali Flip, parce que je pense vraiment qu'avec des dosages plus légers que ce que lui préconise, on peut se retrouver dans cette expérience de transcendance, de mort de l'ego, de claire lumière, de renaissance, de toute cette magie, cet infini, ces clés du secret mystique avec des dosages plus légers et on va dire d'une manière un peu plus, je dirais, subtile, moins claque. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que c'est un, un livre.
intéressant et ça aurait été cool que les maximalistes découvrent le combo, plus les enseignements de Timothy Leary, les deux combinés. Je pense que ça peut vraiment vous amener très très loin. Excellent, excellent, excellent. Alors, bah, du coup, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou je pense qu'on a un petit peu parlé de tout. Du coup, si par pur hasard, tu aurais quelque chose encore à rajouter sur ça, bah, je t'invite à y aller. Et bah, je pense qu'en vrai, c'est tout. On a fait le tour de toutes les composantes du trip. J'ai parlé de mon trip report, mon expérience, voilà. Après, ouais, je vais essayer de commencer ma chaîne YouTube cet été. Je vais tout faire pour parce que j'ai vraiment envie de me lancer et de partager mon expérience. Donc, ma chaîne YouTube s'appellera Eliacide, je pense. Et voilà, j'essaye de vous faire ça au plus vite. Là, j'ai des examens qui arrivent, donc c'est pas, ça va pas se faire tout de suite, mais cet été, restez branchés. Parfait, parfait. Bah, quand il fera sa chaîne, je vous la mettrai en description de la vidéo. Je la partagerai aussi sur ma chaîne. Voilà, il fait vraiment du contenu génial. Il y a un trip report à lui qui est sur la chaîne de Tripan. Je l'ai interviewé pour le dernier Ali Flip. Il a aussi raconté son expérience. C'est vraiment tip top. Moi, franchement, j'adore tes trip reports. Ils sont très vivants, très riches. On n'a pas tout le temps des choses comme ça. Et du coup, bah, je te remercie beaucoup d'être venu nous raconter ton expérience, de faire avancer l'exploration du Halifli. Et sur ce, si jamais quelqu'un a envie de se faire interviewer, quelqu'un qui aurait testé le mélange, ça sera avec plaisir de l'inviter sur ma chaîne. Et voilà, et du coup, bah, les amis, je vais vous laisser ma playlist sur le Ali Flip. Comme vidéo, je vous laisse l'expérience de Timothée Leary et puis une autre vidéo sur les empathogènes plutôt que le LSD pour les débutants qui découvrent les psychédéliques. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Hasta la vista. Ciao, ciao!